Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette matinale Alliance Digitale consacrée ce matin aux nouveaux environnements cookieless, comment adresser et mesurer à l'heure du post-cookie. On remercie bien évidemment Publicis pour nous accueillir dans cette superbe salle ce matin, une salle comble, et pour vous avoir fourni un petit déjeuner, je l'ai vu, avec des croissants, mais sans cookies. Bonjour à tous. Alors, on va commencer avec un calendrier que vous connaissez probablement. C'est juste pour se dire qu'en fait, ce calendrier, c'est pas le calendrier de la réalité du sujet, c'est le calendrier de la sandbox qui provoque quand même un écueil qu'on constate côté agence et côté annonceur. C'est parfois de se dire que le sujet cookieless, il ne démarrera qu'en T1 2025. Or, c'est pas du tout le cas. C'est un sujet, comme l'a dit Nicolas, qui nous impacte depuis déjà de nombreuses années, aussi bien sur la dimension d'adressabilité et de mesure, du coup, qui fait qu'on altère littéralement les performances de l'activité publicitaire pour le compte de nos annonceurs. Donc c'est une responsabilité collective. Aujourd'hui, on a fait un travail avec donc l'ensemble des groupes de travail qui sont représentés ici et pas mal de personnes qui sont aujourd'hui présentes. On va vous partager l'objet des livrables. Mais voilà, on veut insister quand même sur cet aspect. Le sujet, c'est un sujet d'actualité forte. Il faut que tout le monde en ait conscience et tout le monde se lance très activement sur l'usage des solutions qui sont en réalité des solutions qui existent d'ores et déjà et depuis un certain temps et qui permettent de compenser l'altération de ce standard que sont les cookies tiers. Et pour illustrer effectivement cette réalité, on a compilé un peu de chiffres avec les groupes de travail, que ce soit du côté adressabilité ou du côté mesure, pour arriver à des statistiques un peu communes sur le marché. Et comme vous pouvez le voir, au-delà de Firefox et Safari, qui déjà depuis un certain temps n'ont plus de cookies tiers, qui représentent plus de 40% des inventaires adressables aujourd'hui, nous avons aussi entre 20 et 30% sur Chrome qui, par manque de consentement, ne sont plus adressables par des cookies tiers également. Donc finalement, ce qui nous reste comme un maximum adressable avec un cookie tiers, c'est entre 30 et 40%. Ce qui nous rend la possibilité d'exposer des personnes différentes, uniques, de plus en plus compliquée. Donc ça veut dire qu'il reste 60% des internautes qui ne sont plus atteignables par un cookie tiers. Et si on se focalise que sur les 40, on se prive d'une grande partie du marché et des prospects potentiels pour sa campagne. Donc, l'année dernière, on avait sorti un guide cookieless dans lequel on regardait les solutions et on listait un petit peu les solutions. On s'est rendu compte que il y avait un parent pauvre dans ce guide qui était la partie mesure. Et c'est pour ça qu'on a décidé cette année de dédier un groupe distinct pour aller analyser la mesure cookieless, les solutions de mesure cookieless, et donc d'aller faire un livrable, un panorama de la mesure cookieless qui vient compléter un autre panorama qui lui est le panorama de l'activation cookieless. Donc vous allez voir, on a deux guides différents qui répondent à des besoins avec des solutions qui sont communes, évidemment. Mais on a cherché à avoir une approche qui soit la plus pragmatique, la plus opérationnelle. Alors c'est évidemment un instant T, c'est-à-dire que c'est les solutions telles qu'elles sont maintenant, et ça évolue très vite, comme le disait Nicolas avant. On est sur un marché qui est très dynamique, mais on a vraiment cherché à avoir quelque chose d'opérationnel et pas d'être dans la théorie, juste des solutions de façon générique. Donc c'est pour ça qu'on, vous le verrez, on a pris une approche en cherchant à répondre aux questions que se pose le marché, que ce soit des annonceurs, des agences, des éditeurs, et mettre un gros focus aussi sur les cas d'usage pour réellement répondre de façon opérationnelle, parce qu'on n'est plus dans la théorie comme on pouvait l'être avant, et comme le disait Nicolas, on a maintenant des solutions, il y a quand même de quoi être optimiste dans ce marché, et donc des solutions qui sont opérationnelles dès aujourd'hui. Alors, on profite pour vous présenter rapidement les deux groupes de travail, mais on a eu la chance,
en tout cas d'avoir un nombre important de personnes qui ont participé à la réalisation de ces 2 livrables que vous allez voir dans quelques minutes. Je profite de mon côté pour vous présenter le groupe de travail Mesure. On a et remercier toutes les personnes qui ont participé à ce groupe pour toutes les discussions, à toutes les sessions qu'on a appelées pratiques, dans lesquelles on avait des personnes qui venaient nous expliquer ce que faisaient leurs solutions, comment elles fonctionnaient, de manière à pouvoir comprendre le marché, et à toutes les personnes impliquées dans la rédaction. Et je vous avoue que le panorama des solutions de mesure n'était pas simple à mettre en place et à rédiger. Et on a la chance dans ce groupe d'avoir des personnes de tous les horizons. On a des AdTech, on a des mesureurs, on a des représentants des World Garden, on a des instituts d'études, on a du contextuel, on a des ID, on a globalement tous les représentants avec les éditeurs, les SSP, les DSP, les régies, les annonceurs. Donc en fait, on a eu la chance d'avoir la représentation du marché français, ce qui nous a donné aussi une possibilité de faire un panorama très complet et d'embrasser toutes les solutions de mesure dans l'état de l'art d'aujourd'hui. Il est fort probable qu'à l'année prochaine, à la même époque, on vous rajoutera quelques-unes, mais on a essayé de faire au plus complet et au plus simple pour répondre à tous les cas d'usage. Ouais, de la même façon, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont contribué au groupe de travail adressabilité et pour passer un chaleureux salut à Arnaud, que je vois là-bas, qui a contribué très largement au livrable. Ce qui est intéressant, juste pour ajouter peut-être un mot, c'est qu'on a des entreprises internationales, mais aussi des entreprises françaises qui sont actives sur le sujet, qui sont même très dynamiques sur le sujet, qui proposent des solutions qui sont d'ores et déjà en place, qui fait leurs preuves. Donc on a vraiment cette chance-là en France comparé à d'autres marchés. Donc il faut qu'on la saisisse. Et par ailleurs, on en profite aussi pour saluer l'ensemble du groupe qui travaille sur la Price Sandbox et qui nous nourrit très largement, collectivement, sur ce sujet qui nous impacte tous. Donc on a effectivement 2 livrables qui vont vous permettre d'être utilisés comme des boîtes à outils finalement, pour retrouver facilement les solutions qui vont vous aider à travailler en fonction des use cases de mesure et de ciblage. On va essayer de pas trop vous spoiler pour ceux qui veulent lire l'intégralité du guide, mais on va retrouver effectivement différents éléments à l'intérieur de chaque panorama. Pour la partie ciblage cookieless, on a choisi de prendre un angle plutôt sur la partie solutions et réponses techniques apportées. Donc il y a plus de 36 solutions qui sont présentées, qui sont réparties en fonction de la réponse technique, sur les solutions d'ID, les solutions par cohorte, et puis les solutions contextuelles. Et on a également souhaité vous partager des premiers retours d'expérience et des premiers use cases sur ce qui a pu être mené, que vous puissiez déjà repartir avec ces informations. Alors, pour commencer, donc sur le sujet adressabilité, on a une focale, vous le verrez dans le premier livrable, sur les solutions d'identifiants. Globalement, ici, on va rien dévoiler de très neuf. Hein. Vous le savez, il y a des identifiants qui sont construits de manière déterministe, d'autres qui sont construits de manière probabiliste. On n'est pas là ici pour apporter un jugement de valeur. On est là en revanche pour comprendre finalement leur portée et leur capacité à répondre aux cas d'usage qui sont aujourd'hui impactés par les dépréciations des cookies tiers. Ce qu'on note globalement, c'est que le premier point positif, et s'il est peut-être pas écrit ici d'ailleurs, c'est qu'ils sont disponibles ces identifiants. Donc ils sont en train de monter fortement en charge côté éditeur. La table ronde côté éditeur va certainement revenir sur le sujet. Ils le sont moins côté buy-side au travers des DSP. C'est justement le point négatif sur la partie interopérabilité. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel, collectivement, il faut qu'on amène les DSP à s'en emparer. Après ça, voilà, sur les aspects positifs, c'est que ça répond au cas d'usage d'un point de vue ciblage, d'un point de vue mesure, surtout. Hein, on est en capacité de faire de la mesure déterministe en associant finalement une exposition publicitaire à un acte d'achat au travers d'un identifiant qui est beaucoup plus pérenne et robuste généralement qu'un simple cookie tiers qui avait une durée de vie très réduite et par ailleurs qui était lui-même aussi soumis au consentement. Les limites, on les connaît. Hein, pour les identifiants déterministes, c'est globalement la couverture. Avec à nouveau une tendance qui est plutôt positive, c'est-à-dire que cette couverture elle augmente puisque les éditeurs s'en emparent de plus en plus largement.
Pour les identifiants probabilistes, on est sur des volumes qui sont généralement plus conséquents. En revanche, on a une précision d'adressage qui est du coup altérée puisqu'on est construit de manière inférée. Donc finalement, il y a une probabilité à être l'individu qui se cache entre guillemets derrière cet identifiant, là où un identifiant déterministe apporte une garantie. Voilà ce qu'on peut dire sur l'aspect identifiant. Si tu veux bien passer à la slide d'après, peut-être. Alors, la façon dont on a construit le panorama, hein, c'est on a différentes dimensions d'analyse avec l'ensemble des acteurs qui proposent des solutions d'identification. Donc que ce soit à nouveau des entreprises américaines, des entreprises européennes, des entreprises françaises, il y en a pas mal, hein, je le redis, profitons-en. Et on les évalue selon différentes dimensions, comme je vous le disais, le reach en particulier, l'interopérabilité, c'est-à-dire leur appropriation côté SSP et DSP, ainsi que les méthodologies de construction de ces identifiants-là, qui méritent de rentrer dans le détail. À nouveau, c'est pas un jugement de valeur. Chacun sera libre de creuser le sujet auprès des providers, sachant que sur un certain nombre d'identifiants, l'usage du cookie reste une réalité, hein, notamment du cookie first party. Bon, okay, c'est un préalable à avoir bien en tête, hein, quand on parle de la dépréciation des cookies, on parle pas de la dépréciation des cookies third party. Finalement, le cookie first party reste un asset important dans l'identification. Alors voilà comment se présente une fiche. Alors c'est UTIC, ça aurait pu être un autre. L'objet, c'est de présenter justement de manière synthétique les différentes dimensions. Donc une fois que vous avez le tableau global, vous pouvez rentrer sur chacune des solutions d'identifiants, voir du coup comment ils sont construits, dans quel environnement ils transitent, à quel cas d'usage ils répondent. Ils sont remplis de manière déclarative, hein, par chacune des solutions. Donc voilà, on n'est pas là pour apporter un avis d'expert sur le sujet. On a challengé certaines choses en tant que groupe de travail. Néanmoins, c'est la liberté de chacun des providers de le compléter à son envie. Bon, l'objet, hein, c'est d'éviter aussi le jargon trop technique, pour que tout le monde puisse se l'approprier, en particulier les annonceurs, puisque c'est bien là le sujet. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'éditeurs qui embarquent le propos des identifiants comparé aux annonceurs qui sont un peu plus non pas rétifs, mais qui sont très contraints sur les aspects juridiques. Et c'est là qu'on fait le lien avec le sujet de la mesure, parce que des solutions type Cleanroom permettent en fait, finalement, d'utiliser ces identifiants-là avec moins de contraintes juridiques. Pour la partie solution par cohorte, on a cette fois pas un panorama parce qu'on a quand même un peu moins de solutions qui existent sur le marché. La particularité du ciblage par cohorte, c'est qu'on va cibler un groupe d'individus qui va partager des compétences ou des centres d'intérêt communs, par exemple des gens qui veulent assister à un événement de l'Alliance Digitale. Et donc on va cibler ce groupe et non pas un individu unique comme on peut le faire avec un cookie tiers ou avec une solution d'ID. L'intérêt majeur de ces solutions, c'est qu'on ne va pas faire transiter d'identifiants utilisateurs dans la chaîne programmatique. En revanche, on a des contraintes qui sont côté adoption. On a le standard Seller Defined Audience de l'IAB, qui est une des solutions proposées, qui n'est pas encore suffisamment adoptée par le marché, notamment côté buy-side. Et puis on a bien sûr pour la Privacy Sandbox l'API Topics que vous connaissez sûrement, qui elle est quand même assez limitée à l'environnement Google aujourd'hui et qui n'est pas encore compatible avec les différentes autres technos du marché. Et ensuite, on a les solutions contextuelles qui, elles, ne sont pas nouvelles non plus. Hein. Le ciblage contextuel existe depuis longtemps, mais qui ont quand même pas mal évolué, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas uniquement se contenter de travailler sur une URL, mais on va pouvoir analyser l'intégralité du contenu, que ce soit du texte, que ce soit de l'image ou de la vidéo. Donc on a des solutions qui sont beaucoup plus puissantes que ce qu'on a pu avoir par le passé. L'intérêt, c'est que c'est des solutions qui travaillent déjà sans cookies et qui travaillent sans consentement, puisqu'on va cibler un contenu et non pas un utilisateur. Et donc qui ont un reach qui est vraiment très intéressant. Une des limites par contre qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir potentiellement moins de précision que ce qu'on peut avoir avec de la donnée user, puisqu'on a moins d'informations sur l'utilisateur. Donc on va vraiment cibler un contenu et essayer d'être affiché au bon moment pour l'utilisateur, mais on aura moins d'informations sur son parcours de navigation.
De la même manière que pour les solutions d'ID, on a ce panorama qui permet en fait en un coup d'œil, on va dire, de regarder quelles sont les différentes solutions, de les comparer assez rapidement, de voir quels sont les use cases auxquels elles répondent. Est-ce qu'il y a des spécifications techniques pour pouvoir travailler avec elles? Est-ce qu'elles sont intégrées un peu partout? Donc ça permet de choisir assez rapidement les différentes solutions. Et puis de la même manière, on a une carte d'identité pour chaque partenaire qui permet de rentrer un petit peu plus dans le détail, typiquement de savoir dans quelle langue la techno travaille, son business model par exemple. Alors l'objet de ce panorama, comme celui sur la mesure d'ailleurs, hein, c'est d'apporter un éclairage pour l'ensemble du marché, en particulier pour les annonceurs, aussi de faire finalement proposer un premier pas d'accompagnement sur les solutions en place de façon à ce que le marché s'approprie le sujet. À nouveau, c'est le propos d'aujourd'hui. Hein. Le sujet, c'est un sujet d'actualité, c'est pas le sujet de 2025. Il faut accélérer sur l'utilisation de ces solutions. Donc voilà, c'est vraiment l'objet au-delà de l'éclairage, c'est de contribuer à l'appropriation de l'ensemble des solutions. Pour passer sur le panorama de la mesure, nous, on a pris un angle un peu différent puisqu'on avait pour objectif principal de passer vraiment de la théorie à la pratique. Les précédents, en fait, les guides cookieless qu'on avait publiés par le passé avaient un objectif plutôt théorique d'expliquer les solutions, de donner un peu une vision de ce qui existait sur le marché. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à la différence du ciblage, les tests sont beaucoup plus lents sur la mesure. Il y a moins de traction. Or, c'est un sujet encore plus important que le ciblage, parce que tout ce qu'on ne mesure pas n'existe pas. Donc il est assez complexe de savoir quel levier activer, comment dispatcher son budget si on n'a pas la moindre idée de ce que ça génère derrière comme résultat. Donc on est parti plutôt du postulat en se disant on part des cas d'usage. On veut que les personnes qui consultent, que ce soit des éditeurs, des annonceurs, des agences, des adtech qui consultent ce panorama-là, partent d'un cas d'usage précis et retrouvent derrière les solutions qui leur conviennent. Pour un ordre de simplicité, en fait, on a divisé en 3 catégories les solutions qu'on a en tout cas développées et celles qu'on a essayé de présenter au marché. Les outils technologiques, les solutions et les méthodes. Même si ce découpage reste totalement arbitraire parce qu'il y a des solutions qui peuvent aller dans plusieurs catégories, l'objectif c'était surtout d'avoir une clarté de ce qu'on présente. Au total, on a 10 fiches que vous allez retrouver dans ce panorama. Les outils technologiques tournent autour surtout des plateformes, des ad servers, des DSP qui se sont adaptés aux cookieless et qui maintenant embarquent de la Privacy Sandbox, des identifiants et d'autres solutions cookieless pour mesurer. Dans les solutions, il y a toutes les nouveautés qui sont sorties, notamment les ID universels, les ID graph, les solutions d'études, l'ad vérification qui s'est adaptée aussi à la mesure de l'attention. Et parmi les méthodes, on retrouve un peu plus de statistiques comme le marketing mix modeling, la privacy sandbox, les data cleanrooms et l'incrémentalité. On ne vous montrera pas à quoi ressemblent les fiches, mais de notre côté, en fait, on a fait des fiches par grandes catégories, non pas par acteur, mais par ces grandes catégories de solutions, en essayant à chaque fois de vous montrer le principe, les avantages, les inconvénients et les prérequis. Surtout, qu'est-ce qui est exigé pour pouvoir les mettre en place. Et bien sûr, de citer les acteurs principaux de ce marché. La clé d'entrée qu'on a choisi d'avoir, parce que quand on parle de mesure, la mesure, ça recouvre énormément de choses. Ça va de simplement compter des impressions, compter des clics, mesurer la couverture sur la cible, le contexte dans lequel une pub est diffusée, son affichage, est-ce qu'elle est vraiment affichée, ce qui nous amène vers la visibilité, évidemment. Est-ce que la pub est visible, la complétion pour la vidéo, la mesure de la répétition, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour le branding, évidemment, pour créer de la mémorisation, mais aussi pour aller contrôler cette répétition, voire l'augmenter si on a besoin, la mémorisation. Et donc on descend comme ça dans tout le funnel de la publicité pour aller vers les conversions en post-click, en post-view, en ligne, offline. Et on a donc choisi de vous donner un point d'entrée qui est en termes de mesure, de quoi j'ai besoin, je veux mesurer telle chose, voici les solutions qui sont disponibles et pour que vous puissiez aller voir là où les fiches qui correspondent aux solutions qui vont vous permettre d'obtenir l'information que vous cherchez pour le besoin que vous avez opérationnellement.
Donc, comme le disait Margarita, on va avoir des fiches qui sont sur le même mode que celle du groupe activation. Donc, ils vont décrire chaque type de solution pour expliquer comment l'utiliser, quel est son périmètre, quels sont les avantages, les inconvénients, le modèle économique. Là, vous voyez par exemple aussi le contexte d'utilisation de ce type de solution. Est-ce que ça marche sur la vidéo, sur le display? Donc tout ça, ça a vraiment eu comme objectif d'avoir une vocation plus que pédagogique, une vocation opérationnelle, avec des points d'entrée opérationnels, des cas d'usage opérationnels, et donc pour que vous puissiez directement utiliser ce guide, ce panorama dans vos travaux de tous les jours. Au final, l'objectif pour nous était, de la même manière que celui du groupe d'activation, en fait, c'est renforcer les tests, susciter l'envie de faire des tests, susciter l'envie de mettre en place les solutions pour être prêt dès maintenant. On est déjà dans l'ère cookieless, mais on n'est pas encore dans l'ère de la mesure cookieless. Donc l'objectif, c'était vraiment d'être très pratique pour que vous puissiez démarrer des tests et aller chercher les bonnes solutions pour vos cas d'usage au quotidien. Et dans la même veine, sur les next steps, on continue à travailler et on a déjà entamé les prochains travaux qui, eux, vont porter plutôt sur la suite logique qui est après la mesure, l'attribution et la contribution. Et on espère, d'ici la fin de l'année, de pouvoir vous fournir cette vision-là également en faisant le même type de panorama. Voilà, donc tout est disponible. Je passe la main à Jérôme qui est impatient. Voilà. Bravo à tous les quatre, on peut effectivement les applaudir et comme d'habitude, évidemment, vous pouvez flasher ces QR codes et les retrouver sur le site Alliance Digitale. Testez-les maintenant et prenez votre smartphone, n'hésitez surtout pas pour flasher le travail des deux commissions. Alors merci en tout cas pour la présentation de ces deux panoramas. On va, comme je vous l'ai annoncé, enchaîner par 3 tables rondes avec des retours concrets. Et j'invite immédiatement Margarita à nous rejoindre à nouveau sur scène, Jean-Baptiste Rouet et les deux Thomas Prieur et Thomas Mazerel. On les applaudit. Alors installez-vous sur les petits tabourets. On va essayer de respecter le positionnement des photos. Et on va démarrer peut-être très rapidement par un petit tour de présentation. On va être Margarita tout au bout. Voilà, formidable. Margarita, Head of Data and Programmatic Advertising de Weborama. C'est l'occasion peut-être aussi de reparler de l'activité de Weborama. C'est quoi le métier de Weborama, Margarita? Alors, Weborama a la chance d'avoir plusieurs métiers. Le premier reste la tech. On est une ad tech française. Donc le premier métier reste effectivement tout ce qui est DMP, CDP, data clean room et tout ce qui tourne effectivement autour de la collecte et l'exploitation de la data. On a une boîte data avant tout. Le deuxième métier est l'activation. Dans lequel effectivement on utilise tout ce qu'on a collecté en termes de data pour l'activer directement. Donc le trading desk que moi je gère de mon côté en programmatique, et la troisième partie c'est toute la partie insight et segmentation sur mesure, donc en fait toute la boucle complète autour de la data. Très bien. À votre droite, Thomas Mazerel, bonjour. Yield and Programmatic Manager chez Média Figaro, la régie évidemment du groupe Le Figaro. Exactement. Et sur la partie digitale, donc je m'occupe particulièrement de la partie programmatique et des enjeux de privacy réglementaire et l'anticipation de la fin des cookies tiers. Très bien, à votre droite, Thomas Prieur. Bonjour Thomas, qui cherche un micro. Lead Product Manager chez Criteo. On rappelle l'activité Criteo qui a un peu pivoté ces dernières années. Oui, merci. Donc moi, c'est Thomas, effectivement. Je suis Product Manager sur les sujets mesure et plus particulièrement sur les sujets cookieless. Criteo, on était une DSP très très focusée sur le retargeting il y a quelques années. Et depuis quelques années, on a beaucoup pivoté sur le retail média et récemment acquis un SSP, iPhone Web. Donc maintenant, on a vraiment un peu toute la suite DSP, SSP et Retail Media Network. On offre un peu toutes les solutions à nos clients et à nos annonceurs, à nos publishers. Et à votre droite, Jean-Baptiste Rouet. Bonjour Jean-Baptiste, merci de nous accueillir ce matin dans les locaux de Publicis. Vous êtes Chief Digital and Programmatic Officer chez Publicis Media. On peut présenter rapidement votre activité en 2 mots ?
Bonjour Jérôme. Oui, alors du coup, Publicis Media est aussi président de la commission digitale de l'UDECAM et au sein de l'Alliance assez actif dans le groupe Affaires publiques avec Pierre Devoise. Et mine de rien, les affaires publiques sont un vrai sujet concernant le débat qu'on va avoir ce matin. Très bien, alors on rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Google a encore retardé le lancement de sa Privacy Sandbox. Mais est-ce que le cookie-less, c'est pas déjà une réalité opérationnelle avec les contraintes réglementaires? On a cité RGPD, e-privacy, et puis les restrictions imposées par nos amis les gatekeepers, à la fois au sein des navigateurs, mais aussi au sein des applications. Margarita, est-ce que c'est déjà une réalité? Oui, c'est une généralité et les quelques chiffres, on tenait à vous présenter les quelques chiffres par lesquels on a commencé puisque c'est un travail en fait collectif. On a tous partagé nos chiffres sur ce qu'on remontait aujourd'hui du potentiel de cookies tiers disponibles dans les activations des différents acteurs et on est arrivé aux chiffres que vous avez vus au début. Quand on parle, on rappelle ce chiffre peut-être. On rappelle le maximum potentiel exploitable auquel on est arrivé, c'est 42%. De trafic avec un cookie tiers. Ça veut dire que la majorité des inventaires publicitaires n'ont déjà plus de cookies tiers. De cookies. Soit pour des raisons techniques, Safari, Firefox qui depuis un petit moment les ont déjà supprimés, soit pour des raisons tout simplement de consentement et des raisons légales sur lesquelles on manque de consentement. Il y a effectivement ces données, c'est des données générales, c'est-à-dire que c'est une moyenne. On n'enregistrerait pas la même chose d'une société à une autre et on n'enregistrerait pas la même chose d'un type de campagne à une autre. Entre une campagne de retargeting et une campagne d'acquisition, on aura des chiffres un petit peu différents. Sur le retargeting, on aura un peu plus de cookies tiers que sur l'acquisition. Sur le web mobile, on aura un tout petit peu plus que sur le desktop. Donc en fait, ça c'est des chiffres globaux et un potentiel maximum de cookies tiers que vous pouvez atteindre. Thomas, au Figaro, vous avez la même analyse. Vous avez déjà basculé dans une majorité d'audience cookieless. Exactement. Ouais. Donc c'est une réalité sur la part de la part de notre audience. Les lecteurs utilisent évidemment aussi les navigateurs Safari et Firefox, et donc il y a une absence de cookies tiers sur ces lecteurs. Mais c'est aussi une réalité opérationnellement et tous les jours pour la réponse aux demandes clients, aux briefs, etc. Donc sur toute la partie notamment premium, gré à gré, deal, PG, on est déjà en capacité d'adresser ces environnements sans cookies. Donc tous les cas d'usage qu'on a évoqués, que ce soit la mesure évidemment puisqu'elle est faite côté ad server, la plupart des mesures, clic, visibilité, complétion ne nécessitent pas de cookies tiers, donc on est toujours en capacité de répondre à ses besoins. Sur la partie capping, on utilise notre ad server qui a cette capacité au niveau de notre compte et au niveau de nos sites. On va parler des solutions juste après. Et enfin, on peut continuer à faire du ciblage d'audience sur ces environnements grâce à... On va en reparler dans un instant. En tout cas, sur le constat, Thomas, également chez Criteo, vous observez cette bascule du marché et le retrait des cookies third party. Heureusement, il reste les cookies first pour Criteo. Oui, c'est exactement ça. Je tiens à mentionner également que les cookies tiers sont une techno web et qu'on a quand même une grosse partie de la publicité qui se fait sur app. Et donc là, la question se pose même pas. Et effectivement, Chrome, c'est 60% du web. Le web, c'est pas du tout 100% de part de marché. Donc déjà, de fait, on est complètement minoritaire. Et effectivement, côté Criteo, le marché fait qu'on est poussé vers des solutions cookie first partie, donc retail media notamment, où on n'a pas besoin de cookie tiers. On travaille uniquement avec la donnée du retailer. Et on ne passe pas par les cookies tiers. Donc Jean-Baptiste, le cookie-less, c'est déjà une réalité pour le marché ? Bon, même question, quatrième réponse. Je vais essayer de rajouter des infos. Il faut être créatif quand on est en bout de table. Mais effectivement, tout ce qu'a dit est vrai. Aujourd'hui, le cookie, et d'ailleurs l'identifiant, parce qu'on parle beaucoup de cookie-less, la Privacy Sandbox liée au cookie-less de Chrome, environnement web, mais comme tu viens de le dire, l'environnement applicatif sera impacté. Les API Sandbox concernent aussi l'Android ID, sachant que sur Safari, on a déjà un IDFA qui est, enfin pas Safari, pardon, chez Apple, on a déjà un IDFA qui est très impacté. Nicolas, on parlait tout à l'heure sur l'Apple ATT, l'invite d'Apple, qui a un taux de consentement qui est quand même très très bas. Donc c'est une réalité, une perte d'identifiant. En plus, on a quand même dans les usages conso une croissance très forte, 2/3 du côté buy-side, 2/3 à peu près des achats tout objectif confondu, tout device, je parle du display. On est sur le mobile et on a la CTV qui monte en puissance avec plus de 20% de part des investissements. Qui n'a pas non plus de cookies, évidemment. Qui non plus, donc c'est un vrai sujet. Donc,
Donc le marché, il y est déjà en fait. Ouais, le message quand même principal, c'est que il faut côté marque, côté achat, il faut absolument tester et prendre en considération. Il ne faut pas se dire, il reste un peu de cookies, je reste comme ça. Il y a quand même une relative inertie. Il faut que les marques prennent le sujet et écoutent leurs agences. Et il faut tester ces solutions d'identifiants alternatifs, de l'activation jusqu'à la mesure. Et il ne faut pas oublier qu'il y a, je vais faire ma petite casquette réglementaire, mais qu'on le voit en pratique, si vous voulez faire du retargeting et de la mesure, il va falloir poser des scripts sur les pages du site annonceur, et ça demande un délai non neutre en lecture de contrat, validation des DPA. C'est très long, ça peut prendre 6 mois, 1 an pour certains annonceurs. Donc il ne faut pas attendre il faut s'y les mettre décisions de Google, c'est déjà une réalité, il faut travailler tout de suite avec les acteurs du marché. Alors justement, on va parler rapidement de votre vision en matière de solutions. Margarita, on a commencé à en parler avec les panoramas, mais si on parle d'activation aujourd'hui, Margarita, quelles sont les solutions qui sont arrivées à maturité? Alors, très clairement, et Paul en a parlé rapidement, le contextuel reste la solution qui est arrivée à maturité aujourd'hui, sur laquelle on a plusieurs raisons pour ça, mais principalement la simplicité, le fait que techniquement, ça ne demande aucun effort aux annonceurs. Côté éditeur, c'est assez facile à intégrer, et ce n'est pas dépendant des navigateurs, ce n'est pas dépendant du consentement, donc en fait, on a un reach complet de la totalité du marché. Il y a eu beaucoup d'évolutions aussi du contextuel. On est passé du mot-clé à la sémantique, à l'analyse de langage naturel. On est passé à l'IA générative très récemment. Et donc, le contextuel aujourd'hui permet, au-delà du reach, aussi une précision de plus en plus importante. Effectivement, on n'est pas sur de user, on n'a pas de connaissance des utilisateurs et on a besoin de le combiner aussi avec d'autres, mais il a déjà fait ses preuves. Globalement, vous allez voir, le panorama est accompagné aussi de cas d'usage, de cas réels de campagne. Les deux panoramas d'ailleurs, que ce soit sur la mesure ou sur le ciblage, et on voit que le contextuel propose des performances qui peuvent aller jusqu'à 20, 30, 40% au-dessus de ce qu'on fait avec du cookie tiers, que ce soit sur du banding ou sur de la performance pure. Effectivement, juste le contextuel ne peut pas servir. Au milieu, à peu près en termes de maturité, on va trouver les ID et les identifiants universels dont parlait Baptiste il y a 2 minutes, qui eux donnent cette possibilité d'atteindre les utilisateurs, avec des limites et des avantages et des inconvénients également aussi, mais qu'on peut combiner effectivement avec le contextuel. Et c'est énormément de tests que nous on fait chez Weborama actuellement, d'avoir la synergie entre les deux et de pouvoir augmenter et des taux de complétion et des taux de transformation surtout, qui peuvent aller jusqu'à 20-25% supplémentaires quand on mixe les deux technologies pour pouvoir accéder à la totalité du tunnel de conversion. Thomas, merci Margarita. Thomas, en matière d'activation, quelle est votre vision? Donc effectivement sur la partie un peu premium, l'importance pour nous les régies, c'est d'être doté de différents outils. Donc nous, on a eu la chance de travailler avec notre DMP pour combiner à la fois des signaux contextuels, notre base CRM, mais aussi quelques ID déterministes qui nous permettent de recréer des segments entièrement cookieless et de pouvoir les activer sur notre ad server ou sur certains SSP. Il y a une grosse part de vos lecteurs qui sont logués? Alors la partie loguée, elle est importante sur nos lecteurs, mais elle est surtout importante puisque c'est des abonnements. Et donc pour cette partie-là, il n'y a pas encore de publicité ciblée, donc l'enjeu est un petit peu différent par rapport à ces enjeux de fin des cookies tiers. L'enjeu là, il réside plutôt sur la partie open, où pour le coup, il y a encore quelques défis pour s'assurer que toutes ces ID soient bien transmises et bien utilisées côté achat notamment, puisque effectivement côté SSP, le passage de l'identifiant se fait plutôt bien à l'heure actuelle. Le second Thomas, alors Criteo, vous avez une vision évidemment très large du marché. Comment vous anticipez les tendances? Et je crois que vous avez travaillé sur la Privacy Sandbox de Google. Est-ce que c'est la solution? Oui, tout à fait. Donc Criteo étant une adtech, l'objectif c'est de fournir à nos clients un one-stop shop, un login unique. On se connecte, on a accès à toutes les solutions et on fournit les meilleures solutions en fonction des cas d'usage de nos clients. On a une approche en 3 piliers. Pardon, j'ai mon cahier qui glisse. On a une approche en 3 piliers. Donc le premier pilier, c'est tout ce qui va être first party, cookie et ID.
Donc first party cookie, comme on l'a dit, c'est via nos clients côté demande. Donc on a environ 18 000 clients. Et on rappelle peut-être que les cookies first party ne sont pas menacés par la Privacy Sandbox. Voilà, donc ça nous permet d'avoir d'engranger énormément de data. Sur la partie Retail Media Network, on a 225 retailers. Et également la partie ID, donc notamment on est live, on l'a vu pendant les slides de présentation First ID, on est live avec First ID, donc on a quand même de la demande sur les ID. Le deuxième pilier, c'est effectivement tout ce qui va être autour de la Privacy Sandbox. Donc, on collabore depuis 2020 avec Google. Pour ceux qui suivent, on a publié beaucoup d'articles sur le sujet. Ceux qui suivent vraiment la W3C, les GitHub, les choses comme ça, on publie très très régulièrement des issues. On travaille avec Google vraiment au quotidien pour améliorer la Privacy Sandbox. Et votre sentiment, il faut l'améliorer parce que c'est pas encore satisfaisant? Très bonne question. Alors là, on est en test CMA, comme vous le savez sûrement. Donc là, je peux pas vraiment me prononcer. Je vais pas pouvoir répondre à la question, mais le sentiment, c'est qu'il y a vraiment une volonté pour quand même répondre au cas d'usage. On voit sur la première version de la Privacy Sandbox qui était floc, qui était pas satisfaisante. Et finalement, grâce au travail qu'on a fourni, notamment de Criteo, mais également d'autres. Google a fourni Protected Audience, qui s'appelait Fledge à l'époque, qui permet le cas d'usage remarketing et qui permet quand même beaucoup plus de performance et de la publicité beaucoup plus pertinente, publicité que nous, on va pouvoir valoriser. Et juste sur le dernier pilier, c'est tout ce qui va être les environnements clos, donc notamment tout ce qui est social. Donc on est live sur Meta. Donc quand on fait de la publicité sur Criteo, en fait, on peut faire de la publicité sur Meta directement, et notre moteur va assigner la publicité pour avoir la meilleure performance possible. Jean-Baptiste, on évoque beaucoup de solutions possibles. C'est quoi justement votre vision chez Publicis Media ? Alors, là, on va reprendre un peu de recul sur les leviers. On a effectivement le search, les réseaux sociaux et le display. Ces solutions d'identifiants viennent apporter une opportunité pour l'open web de reprendre la main et aux annonceurs de reprendre la main vis-à-vis de ces walled gardens qui sont verticalement intégrés, du ciblage à la mesure. Et l'un des gatekeepers, qui est Google, fournit 95% du marché sur les outils de mesure, en tout cas la partie ad server par exemple. Donc, je répète que c'est effectivement une opportunité. Je pense que les technologies, elles sont matures techniquement, c'est-à-dire que il y a encore des petites améliorations, des petits tests, mais c'est plutôt l'adoption. Les éditeurs, globalement, et il y en a beaucoup ici ce matin, je trouve qu'ils ont été très vite, ils ont adopté d'ID5 à UTIC en passant par UID, First ID. Ils ont intégré les scripts les solutions de ces alternatives. Côté annonceur, c'est beaucoup plus lent, mais je le disais tout à l'heure. Donc là, l'enjeu sur l'activation, sur la partie activation des campagnes, on parle de la mesure juste après, je crois, mais qui est vraiment indissociable et hyper importante. On a les solutions. L'enjeu, il est vraiment sur l'adoption et le déploiement de ces solutions et de les tester. Et surtout, et on va parler de la mesure après, pour pouvoir vraiment retrouver des solutions d'attrib-contrib entre les différents leviers et redonner du poids à l'open web. Eh ben, je vous propose justement de parler de mesures rapidement. Un tour de table très rapide. Margarita, on a listé des solutions plutôt d'activation. Est-ce que si on parle de mesures, on aurait la même liste ? Pas tout à fait. Quelques-uns, mais pas tout à fait. Sur la mesure, c'est beaucoup plus disparate parce qu'on a effectivement s'est focusé beaucoup sur le ciblage au début et la mesure est arrivée un petit peu par le passé, mais on a vu quand même beaucoup d'évolutions. On a vu des solutions très statistiques, très traditionnelles qui étaient plutôt attribuées à du offline et un tout petit peu au digital, qui sont énormément approprié le sujet du cookie-less et qui ont énormément évolué. Le marketing mix modeling, comme maintenant on est capable de faire quasiment tous les mois, tous les 3 mois, ou avant il fallait 2 ans de données avant de produire quelque chose. Les études d'incrémentalité qui sont très adaptées pour un monde sans cookies, mais également tous les panels d'études qui permettent de faire des choses très intéressantes. On a effectivement les nouvelles solutions, les identifiants universels, surtout ceux qui sont persistants, qui permettent effectivement de pouvoir suivre l'utilisateur. Les ID Graph également qui sont arrivés sur ces solutions, et bien sûr les adaptations des outils
standards, des technos, les DSP qui sont adaptés, les ad servers qui deviennent cookie-less, se connectent à la Privacy Sandbox, aux ID qui récupèrent les données. Donc on est sur beaucoup moins de maturité sur la mesure, là où on a quand même fait des tests, même si je suis d'accord avec Jean-Baptiste, pas assez. Et on a besoin d'aller encore plus loin dans les tests sur l'activation. On en a fait beaucoup moins et on s'est beaucoup moins préoccupé de la mesure. Je pense que là, c'est le bon moment de commencer, avant début 2025, pour avoir des références, pour avoir des idées, et pour avoir surtout une idée de son mix de mesures. La mesure unifiée via un seul outil et via les cookies, comme on avait l'habitude de le faire, n'existe déjà plus, de toute façon. Donc maintenant, il faut trouver le bon mix entre les différentes solutions, méthodes, technologies, on peut l'appeler comme on souhaite, mais pour pouvoir retrouver son ROI, son ROAS de manière beaucoup plus correcte que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Thomas, même question sur la mesure. Est-ce que vous avez utilisé les mêmes technologies pour l'activation? Sur la mesure, effectivement, on est un petit peu plus loin de ces enjeux puisque la mesure simple côté éditeur, elle nécessitait pas de cookie tiers, donc elle n'est pas vraiment impactée par cette disparition annoncée, même présente sur certains navigateurs. En revanche, on continue à proposer des utilisations de panels pour mesurer la couverture. Il y a un petit peu la mesure de l'attention qui est aussi une nouvelle mesure qui essaye de s'affranchir des cookies tiers. Voilà. Mais tous les autres enjeux qu'on évoque, en tout cas toutes les autres méthodologies qu'on évoque, c'est vrai qu'elles sont plutôt côté acheteur. Et il y a évidemment une API spécifique développée par Chrome dans sa Privacy Sandbox qui cherche à répondre à ces cas d'usage. Le second, Thomas, la question de la mesure, on le sait, hein, c'est clé évidemment pour les annonceurs. Quelles sont les solutions qui émergent selon vous? Donc effectivement, je pense qu'il y a un peu une clé de lecture qui dépend, comme tu viens de le dire, de qu'est-ce qu'on appelle mesure finalement, parce qu'on peut avoir de la mesure qui est juste un nombre d'impressions, le nombre de vues d'une vidéo, est-ce qu'il y avait le son ou pas, la répétition, et puis la performance. Donc nous, nos clients sont plutôt sur la performance, ce qu'on appelle la performance, c'est-à-dire des ventes et du ROAS. À ce propos, on teste la Privacy Sandbox, Attribution Reporting API, mais sinon c'est à peu près les mêmes solutions que sur la partie adressabilité et activation. Je voudrais juste repartir sur le côté réglementaire. Il y a quand même des textes aussi qui affectent beaucoup la mesure, beaucoup plus que le reste. Donc il y a notamment une directive e-privacy, de nouvelles directives e-privacy qui ont été publiées en novembre dernier. Donc l'article 5.3 par l'European Data Protection Board qui bloque toute mesure en fait sur la partie non contextuelle. Donc il est soumis à consentement, c'est ça? Qui est soumis à consentement et donc compliquerait la mesure. Exactement, qui compliquerait énormément la mesure. Donc il est explicitement cité qu'il n'y a pas le droit de faire de link decoration. Donc on n'a pas le droit de mettre UTM source égale Criteo ou autre dans nos URL. On n'a pas le droit de faire d'affiliate marketing, c'est carrément explicité noir sur blanc. Sans consentement. Donc ça, c'est par exemple le genre d'informations qui passent un peu sous silence et qui sont quand même très critiques pour la mesure. À contrario, on a le Digital Market Act qui est en cours, qui est appliqué depuis quelques mois et qui oblige les gatekeepers à fournir une mesure très détaillée aux annonceurs et aux publishers. Donc ça, c'est très très positif. À voir comment exactement c'est appliqué dans les faits. Effectivement, la définition de gatekeeper aussi peut être challengée. Par exemple, on n'a pas Google Analytics, on a Google Ads qui est très transparent, mais on n'a pas Google Analytics. Mais sur cette partie réglementaire, il y a quand même un gros sujet mesure, encore plus que sur la partie activation, je trouve. Jean-Baptiste, on commence à évoquer effectivement l'importance de la mesure. Est-ce que les solutions ont le même niveau de maturité qu'en matière d'activation? Question compliquée. Non, c'est pas vraiment un sujet de maturité. Margrethe l'a rappelé, on passe sur en 2018, on avait encore, en mai 2018, on a perdu tous nos identifiants dans les outils Google et tout ce qui était attrib contrib, qui est un peu le sujet, hein, c'est-à-dire d'arriver à mesurer la contribution d'un média dans la chaîne d'acquisition d'une transformation, d'un coût d'acquisition est hyper important pour valoriser notamment l'open web, encore une fois, ou versus le search et les réseaux sociaux, on a une contribution de l'exposition qui est beaucoup plus forte que le clic. Donc on est aujourd'hui sur des modèles où on a des modèles par corrélation, des modèles probabilistes pour compenser cette perte de signaux, mais on reconstruit
Et on peut réinjecter dans ces modèles de la data déterministe, notamment des solutions comme First ID ou UT qui permettent, de l'exposition jusqu'au site de l'annonceur, de réintégrer des signaux qui vont pouvoir corriger et affiner ces modèles probabilistes pour affiner cette mesure, quel que soit le ciblage. Et ça, c'est une solution qui est indispensable, puisqu'encore une fois, on parle beaucoup de Google, mais il a une part de voix qui est ce qu'elle est, mais il faut qu'on soit indépendant le plus possible des outils de la sandbox et d'attribution reporting. Il faut qu'on sorte de cet écosystème, de mon point de vue, pour redonner de la force à un équilibre de la valeur, de la répartition de la valeur. Et puis, on connaît, il y a des sujets EGI en ce moment. Dans la commission d'ailleurs de l'Alliance, on pousse beaucoup l'interopérabilité, donc c'est pour espérer que effectivement on puisse ouvrir et accéder à interopérabilité sur la data et sur les frameworks technologiques avec les GAFA pour qu'on puisse plus justement d'abord avoir de la transparence sur l'apport et la contribution de ces GAFA versus l'open web. Très bien. C'est pas vraiment un sujet de maturité, c'est un sujet complexe qui continue à être adressé, mais globalement, les interpros et l'industrie travaillent beaucoup en ce sens. On est un petit peu en retard, je vais vous demander de conclure peut-être en un mot votre vision pour l'avenir. Margarita, vous êtes optimiste, les solutions que vous proposez, elles vont être pérennes, elles vont pas être bousculées dans quelques années par d'autres nouveautés technologiques ou juridiques? Bonne question. J'aimerais bien avoir une boule de cristal. Si, je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de changements qui vont venir dans les prochaines années. Il y a beaucoup de challenges aussi qui se posent, notamment auprès des identifiants, auprès de la Privacy Sandbox, beaucoup d'évolutions, d'interopérabilité, c'est le sujet le plus important. Maintenant, il va falloir de tout ça faire un écosystème qui sait se parler et qui sait transmettre les données les uns aux autres pour que ça ait une cohérence et du sens. Donc, je pense, oui, les solutions sont pérennes. Maintenant, ce qui reste, c'est les tester et réellement les appliquer pour qu'elles puissent continuer de l'être. Thomas, un mot de conclusion? Nous, on est assez optimiste sur la partie qu'on gère, qu'on opère, qu'on vend, mais on est assez vigilant sur la partie open pour lesquelles on a un peu moins de maîtrise et de visibilité. Merci. Thomas Prieur, également un mot de conclusion? Oui, aussi également, forcément, on ne fait pas de pari sur des solutions qu'on ne pense pas pérennes. Hein, donc tout ce qu'on propose, on pense que c'est pérenne. On travaille également fortement avec la W3C, donc sur les standards du web pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Pour s'assurer que les solutions qui sont construites soient interopérables, ce qui n'est pas le cas pour l'instant de la Privacy Sandbox ou autre. Oui, le World Wide Web Consortium, créé il y a près de 30 ans par Tim Berners-Lee, je crois. Peut-être. J'en sais plus que moi. Mais oui, après, il va y avoir des évolutions, mais l'industrie reste extrêmement innovante et capable de fournir des solutions. Donc, tous les gens ici savent que il y a beaucoup de solutions qui existent et on va continuer à fournir des solutions. Jean-Baptiste, le mot de conclusion? Moi, je suis très optimiste. Je pense que, honnêtement, Nicolas l'a rappelé en intro, on a un écosystème en France. On a dans la tech, côté publisher, côté agence, on a vraiment des talents et on est très fin par rapport à d'autres marchés. On est très techno, on aime bien comprendre et donc je pense que toutes ces solutions qui permettent d'envisager la décennie qui arrive et d'essayer de jouer et de naviguer entre la pression réglementaire d'un côté et la pression des gatekeepers de l'autre, nous permettra de trouver des solutions. Maintenant, il faut qu'on arrive à embarquer les annonceurs et les marques. C'est vraiment l'enjeu, là. Le message est passé. Merci à tous les quatre, on peut les applaudir. Et on retiendra cette touche d'optimisme. Merci à tous les quatre. On enchaîne avec notre deuxième table ronde. Chez les éditeurs et les régies, comment apprend-on à s'adapter? J'invite Erwan Lepage, directeur général de Mediasquare, Martin Clamart, directeur délégué de M-Publicité, Digital de M-Publicité, Sonia Ferreira, directrice projet Public Data de TF1 Publicité, et Lucie Laurendon, Head of Product Marketing chez Quative, à nous rejoindre sur scène. Bonjour à tous les quatre, sous vos applaudissements. Asseyez-vous voilà, en suivant les slides, il y a de la place pour tout le monde. Merci à tous les quatre. On va se présenter très rapidement. Lucie, un petit mot pour présenter Quative. Donc Lucie Laurendon, je suis Head of Product Marketing chez Quative, qui est une plateforme AdTech, qui est un SSP, un ad server et une plateforme de curation. Merci. Quelques chiffres peut-être sur Quative? Oui, alors on parlait beaucoup de trafic cookieless. Je pense qu'il est important de répéter. Chez Quative, on a quand même 15% de notre trafic qui est in-app, donc déjà sans cookies. Sur le reste, sur notre trafic web et web mobile, on a 90% qui est sur Chrome,
Sur ce trafic-là, on arrive à matcher dans 50% des cas avec un cookie. Donc, on est à peu près sur les chiffres présentés auparavant. Et on a 10% de notre trafic sur Safari et Firefox. Mais la bonne nouvelle sur ce trafic-là, où on n'a déjà pas de cookie, on a quand même 80% de ce trafic qui a un alternative ID. Merci. Sonia, présentation rapidement de votre périmètre et puis également la question peut-être sur les chiffres pour TF1 Publicité. Bonjour à tous. Moi, je suis directrice projet data au sein de la régie pub de TF1. Et aujourd'hui, en termes de chiffres, on a des chiffres très intéressants sur TF1+, puisque vous savez que la plateforme est sortie récemment et qu'on a des beaux chiffres, en tout cas en termes de logging clients. On a 24 000 comptes logués, on a plus de 35 millions de streamers le mois dernier, par exemple, il y a une stratégie de contenu qui est très forte aujourd'hui. Et sur la partie cookieless, puisque c'est le sujet du jour, on se dit qu'aujourd'hui, on a un univers technologique, en fait, qui est déjà sans cookies. C'est ce que la première table ronde racontait. C'est que technologiquement, on a des univers, les set-top box, la CTV, les apps, où on est sans cookies. Ensuite, on a ce périmètre très fort où on log. Donc, on va considérer que chez TF1, on a ce privilège quand même d'avoir un univers assez safe. On considère qu'on a 95% de nos inventaires aujourd'hui qui vont être cookieless. Merci pour ces chiffres. Martin, bonjour Martin, on le disait directeur délégué digital d'M Publicité. Quel est votre périmètre Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on peut partager quelques chiffres? On peut partager des chiffres. Déjà, M Publicité, c'est pour rappeler, c'est le groupe Le Monde, ça tout le monde le sait, mais c'est aussi le HuffPost, Nouvelle Obs, Courrier International, Télérama. Donc ça, c'est pour le moment promo. C'est quasiment un internaute sur deux en France qui sont touchés à travers ces sites. Le cookieless, évidemment, c'est un enjeu. Nous, on l'adresse un peu comme le disaient nos confrères du Média Figaro, tout ce qui est tout ce qui est contextuel, nous permet d'adresser l'intégralité. On va voir les solutions juste après, mais si on devait partager quelques chiffres, le poids du cookieless au sein de ces inventaires. Le poids du cookieless. Alors, si on dit l'inventaire aujourd'hui qui est cookieless, alors que cookieless, c'est à peu près 30%. Ok. Mais on enlève là ce qui est déjà consentless. Voilà. Ce qui rajoute encore 20%. Enfin, consentless est sorti, puisque nous, on a des cookie walls, donc parfois, quand on ne consent pas, on s'en va. Voilà, tu consens ou tu restes. Du coup, en fait, il y a à peu près 20% déjà qui n'est pas consenti, ou qui n'accepte pas le consentement, et une trentaine de pourcents sur ce qui reste, donc c'est pas tout à fait 50%, mais voilà. Bon, donc on se rapproche des chiffres évoqués tout à l'heure par Margarita. Merci. Et Erwan Lepage, bonjour Erwan. Bonjour. Directeur général de Mediasquare. Est-ce que vous pouvez rappeler l'activité de Mediasquare et également partager peut-être les chiffres sur le poids du cookieless chez vous? D'accord. Donc Mediasquare, c'est une coopérative de médias français. Ça a été créé il y a une douzaine d'années pour adresser les sujets programmatiques. Ça veut dire que par rapport aux autres acteurs, nous sommes un network. On travaille avec 80 éditeurs, 300 sites. Donc par nature, en fait, on est très open sur tous les systèmes puisqu'il va falloir qu'on transacte sur des contextes très différents. Et du coup, on a regardé ça récemment. Nous, on est dans la frange où il y a encore du cookie. Notre business, sur 2/3 des bid requests qu'on envoie à peu près, il y a encore du cookie. Mais il y a aussi des ID. Parce que ce qu'on a aussi observé, c'est que dans 80% des cas, quand il y a un cookie, il y a un ID. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe sur ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre. Enfin, on a quelques chiffres qu'on partagera tout à l'heure. Très bien. On va commencer peut-être par une question très concrète. Lucie, on a commencé pas mal à parler d'activation et de mesure. Vous, concrètement, quelles sont les solutions que vous mettez en avant chez Equative? Alors nous, en tant que plateforme AdTech, on se doit d'être agnostique avec le plus de solutions possibles. Donc depuis 2020, on a construit une suite de solutions technologiques, une partie basée sur les ID, avec l'intégration avec différents alternatives ID providers, également la first party data, des solutions de data clean room et d'ID graph, et d'un autre côté, des solutions non basées sur l'ID, avec des solutions contextuelles, du targeting sur la performance, du targeting également basé sur les cohortes, comme Seller Defined Audience, avec lesquels on est compatible, Privacy Sandbox, qu'on est en train également d'intégrer, ou de la performance comme le targeting sur la mesure de l'attention. Donc vous essayez de proposer toutes les solutions qu'on peut trouver dans les panoramas de l'Alliance Digitale. Il n'y a pas de choix d'orientation? Non, on se doit vraiment d'être agnostique. On va pousser certaines solutions en fonction de la maturité des éditeurs et la maturité côté buy-side. Donc effectivement, on va donner des conseils différents dont on reparlera, mais on essaye d'être vraiment le plus agnostique possible. Sonia, chez TF1, vous avez commencé un peu à nous répondre, mais c'est quoi les grandes orientations?
Ce qu'on va se dire, en fait, c'est que c'est notre responsabilité côté régie d'avoir l'inventaire le plus accessible possible. On veut être le plus achetable en programmatique, mais on veut aussi l'inventaire le plus large. Donc, en fait, on en prend cette responsabilité chez nous de faire le matching en interne, d'associer le maximum d'identifiants pour avoir la plus large interopérabilité. Donc, effectivement, tous ces tests dont on parle, on les inclut chez nous parce qu'on veut être hyper lisible, en fait. C'est encore des tests ou c'est réellement live ? Il y a encore beaucoup de tests, il y a des choses qui sont live aujourd'hui, comme des solutions de clean room, c'est live, ça fonctionne, ça répond à une partie des problématiques pour les annonceurs qui ont des bases de données conséquentes. On a tout notre univers logué qui, de toute façon, effectivement, répond globalement au sujet. Mais pour la partie où on se dit qu'on est encore dans la réflexion sur les identifiants, oui, il y a encore beaucoup de tests. En tout cas, votre conviction, c'est que le marché, il va vers plutôt quelle solution ? Écoute, mais je suis comme Jean-Baptiste, moi je suis hyper optimiste. Je crois qu'il n'y a pas une solution, et ça on s'est tous dit, il y a plusieurs solutions. On en reparle si tu veux après, mais effectivement pour moi, il n'y a pas une solution qui se dégage. Il y en a plusieurs, et on se doit, nous, en tant que régie, d'être agnostique, tout comme va être Equative, de dire, vous souhaitez nous acheter, vous souhaitez être de l'inventaire chez TF1, toutes les solutions sont disponibles. Martin, quel est le raisonnement au sein de la régie Le Monde ? Moi, je partage l'optimisme toujours, ça c'est important. Il y a plein de solutions qui se dégagent, ça c'est sûr. Moi je trouve quand même, en tant qu'éditeur, qu'il y en a trop. Il y a trop de choses, donc ça implique beaucoup d'engagement de la part de toutes les équipes, ça implique beaucoup de temps, ça implique beaucoup de temps de contrat, Jean-Baptiste en parlait, de temps de test, tout ça pour quelque chose qui, de l'autre côté, on le disait aussi, n'est pas encore utilisé. C'est-à-dire les annonceurs, s'il vous plaît, faites quelque chose. Vraiment, c'est important parce qu'en fait, ça nous donne le là. Les agences depuis des années nous disent non, mais en fait, c'est vous qui devez dire. Mais nous, on dit non. Nous, le but c'est d'être en accord avec vous, les annonceurs. Vous décidez quelque chose, on veut bien le faire, on veut bien s'adapter. Mais c'est vous. On peut pas faire il y en a combien? 36. Beaucoup. Impossible. C'est vous l'offre. Vous contribuez évidemment à la création de ce marché. Nous, on peut proposer quelque chose, mais c'est l'annonceur qui décide quelle solution il veut prendre. S'il dit non, moi cette solution elle me va pas. Bon, et alors aujourd'hui, ils achètent quoi en cookieless, les annonceurs? Aujourd'hui, ils achètent pas beaucoup de cookieless. Tant qu'il y a du cookie, ils achèteront du cookie. Voilà, parce que c'est la nature humaine. Le changement, c'est compliqué. Voilà. Donc, quand il y aura plus de cookies, ils vont vraiment faire les choses. Alors, il y a des tests intéressants qui sont faits. Clean Room, ça beaucoup. Tous les walled gardens, ou en tout cas tous les sites et les plateformes, TF1 en fait partie, qui ont un univers logué très important. Je pense qu'il y a déjà des choses qui se font. Et voilà. Mais pour les aider à faire le deuil du cookie tiers, vous poussez quand même pas une solution plus qu'une autre? Nous, on est très pragmatique et parce que objectivement, on a tous besoin de gérer nos priorités. Moi, je me fais en fonction de la demande, où est-ce qu'elle va venir. On a beau dire, Privacy Sandbox, c'est peut-être pas parfait, mais je sais qu'il va y avoir une grosse demande qui va venir de là. Donc ça, il faut être interopérable. Donc ça, nous, on est prêts. Le deuxième DSP, aujourd'hui, en tout cas en France, c'est The Trade Desk. Donc il faut être prêt aussi avec l'interopérabilité de The Trade Desk. Après, des grands identifiants qu'on va pouvoir utiliser pour le direct et gré à gré, Google Pair, désolé, mais je suis pas spécialement pro Google, mais bon, pour l'instant, ils le définissent. Mais c'est là où je remets encore un peu la responsabilité aux annonceurs. Si c'est eux qui décident quels outils ils utilisent, moi je peux pas leur imposer. Non, en fait, ça va être comme ça parce que moi je suis tout seul le monde. Mais après il y avoir tous les petits copains ici dans la salle et ah oui, mais moi je suis comme ci, et moi je suis comme ça. Non. Donc il faudrait qu'il y ait quand même un consensus. Alors d'avoir une seule solution comme on a aujourd'hui avec les cookies, ça n'existera plus, ça c'est sûr. Mais qu'il n'y en ait pas 36, qu'on arrive à choisir et qu'il y ait un consensus sur le marché. Il y a des alternatives qui sont très fortes. Et toutes ont leurs avantages et leurs inconvénients, donc faut trouver les 3-4 méthodologies, puis y aller, voilà. Erwan, même question. Nous, notre boulot, c'est pas de rajouter de la complexité. Donc, de toute façon, les éditeurs supportent le plus gros effort en matière de nouveaux identifiants. C'est eux qui doivent adapter leur site et changer beaucoup de choses. Nous, on transmet les bid requests, quelle que soit la nature de l'identifiant. C'est-à-dire qu'on s'adresse à tous les acheteurs. Vous avez du cookie, on en a. Vous, les identifiants, on en a. Et on est juste là pour fluidifier le truc. Mais effectivement, je rejoins Martin, il y a quand même une réalité qui est que le premier DSP du marché n'en soutient aucun et que quand on est vendeur, c'est le premier truc qu'on regarde, c'est qui va acheter et avec quoi. Donc même s'il y a des solutions et il y en a beaucoup, franchement, encore une fois, sur 80% de là où il y a du cookie, il y a aussi un ID. Donc on pourrait très bien. Alors il y a un ID, c'est un peu le problème. Il y a au moins un ID. Or, des solutions, il y en a beaucoup. Donc ça veut dire qu'avec une seule solution, vous atteindrez pas forcément la scale. Donc l'hybridation reste, à mon avis, la façon la plus intelligente d'y aller. C'est-à-dire c'est les deux à la fois. Et nous, on fait juste que fluidifier.
Merci Erwan. Alors, on va parler chiffres un petit peu, parce que ces solutions cookieless, elles sont quand même normalement au service de la monétisation de ces inventaires. Lucie, si on devait parler RPM, CPM, est-ce que ces solutions sont à la hauteur des attentes des éditeurs? Alors, tu vas pas aimer ma réponse parce que je pense qu'il est encore trop tôt pour y répondre. Comme on l'a dit, on a encore beaucoup d'inventaires avec cookies. Et donc, on n'a pas la même urgence d'un point de vue sell-side que buy-side. Je pense qu'il est trop tôt pour le dire parce que on fait des tests, mais ça reste des tests. Là où on a le plus de tests avancés et le plus d'adoption, c'est côté Alternative ID. Faire des tests sur Seller Defined Audience, aujourd'hui, dire si Seller Defined Audience sur la base des cohortes ou Privacy Sandbox, on ne peut pas dire si, d'un point de vue monétisation, ça va apporter la même chose. C'est beaucoup trop tôt. Côté Alternative ID, certains DSP pour tester en open web ne sont pas compatibles, donc là encore je trouve que c'est un petit peu trop tôt. Et si on regarde dans un environnement plus fermé, ce qu'on fait comme test aujourd'hui, c'est des tests avec un seul ID. Et on en parle beaucoup. Il y a aujourd'hui, on avait une solution cookie, on voit une fragmentation de ces ID et comparer l'entièreté des cookies à un ID, je trouve que le test, c'est un peu David contre Goliath. Et je pense vraiment que la clé pour véritablement dire si oui ou non la monétisation, c'est du cross-ID. On a des solutions d'ID graph qui émergent, c'est encore trop tôt, mais je pense qu'on pourra vraiment tirer des conclusions sur la monétisation quand on fera vraiment des tests cross-ID avec des solutions d'ID graph qui permettront de matcher un user ID avec plusieurs ID alternatifs ou autres qu'on a sur l'open web. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des tests sur un tout petit morceau d'inventaire peuvent avoir des bons niveaux de monétisation, mais si on doit prendre la totalité de l'inventaire, c'est évidemment plus compliqué. En scale aujourd'hui, ce serait trop prématuré pour moi pour répondre à cette question. Désolée, mais c'est vraiment ça, c'est que aujourd'hui ça reste des tests. Les annonceurs vont pas à la même vitesse que nous. On en a beaucoup parlé. Ils achètent encore avec du cookie. Donc pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est un peu trop tôt. Trop tôt pour y répondre. Je vais quand même poser la question à Sonia. Chez TF1, c'est quoi votre sentiment? Est-ce que ces environnements cookieless vous permettront de conserver le même niveau de monétisation? Écoute, c'est toujours cette question d'interopérabilité qu'on veut cibler, donc de se dire, comme il n'y a pas qu'une solution, il y en a plusieurs, on reste les plus ouverts possibles. Le niveau de monétisation pour nous, il va plutôt sur la valeur de notre inventaire, sur notre capacité, le volume de notre inventaire. Donc c'est pas la solution finalement ou les solutions qui va définir le niveau du CPM en cible aujourd'hui. Et puis ce qu'on a testé déjà, parce que vous savez qu'on a un test aujourd'hui qui est live avec TTD, ce qu'on est en train de tester, comme tu le dis, The Trade Desk. Oui, pardon, The Trade Desk. Ce qu'on est en train de tester effectivement, c'est sur c'est un identifiant dans un écosystème, dans un test bien défini, et effectivement, ça permet pas d'avoir la vision d'un coup en disant voici les KPI qui vont se dégager. Et sur cet échantillon, les chiffres sont bons? Sur cet échantillon, on a encore des tests à faire aujourd'hui. C'est vrai qu'on a... Ça veut dire que les chiffres, ils sont pas bons. Question de journaliste. Non, en fait, si tu veux, on est exigeant sur le test parce qu'on veut évidemment prouver que de bout en bout, on a bien ciblé cet identifiant, qu'on arrive à sortir des KPI. Et il faut que les KPI soient bons. Et aujourd'hui, c'est une question de reach dans un premier temps. C'est vrai qu'on vient d'intégrer la solution. Il faut du temps. On a tous connu ça. Il faut populer les bases. Donc, on a besoin d'avoir ce temps de reach. Et s'assurer que en cible, on aura des chiffres quand les tests seront bons, on a compris. Martin, est-ce que le niveau de monétisation, il sera à la hauteur dans le cookieless? Eh ben, on l'espère. On va rester optimiste encore. Aujourd'hui, en tout cas, quand on voit un environnement non cookie et un cookie tiers, encore une fois, et un environnement cookie, on perd en valeur du CPM, ça c'est sûr. Mais ce sera toujours biaisé comme analyse. Pas mal de chiffres qui ont circulé ces dernières années, notamment sur les initiatives d'Apple. Chez nous, on est à moins 25, moins 30% d'ICPM. Voilà, donc c'est quand même conséquent. Merci pour ce chiffre, Martin. Mais c'est pas complètement significatif puisque tant qu'il y a des acheteurs qui achètent en cookie, on peut pas le comparer, comme disait. Mais voilà. Donc au final, aujourd'hui, on sait pas trop. Après, c'est vrai qu'il y a un risque que ça se déprécie parce que c'est moins précis, parce que il y a moins de valeur du coup côté annonceur, et du coup, il est prêt à bider moins haut. Donc ça, on va voir. Après, si on retrouve aussi du reach, qui est aussi la deuxième partie, parce que il y a le côté négatif, c'est de dire ok, on va peut-être avoir ça, mais si on retrouve du reach au moins sur de l'activation, grâce à des solutions qui permettent, à terme, qui vont monter en puissance, d'avoir un reach plus important qu'aujourd'hui,
On pourra peut-être s'y retrouver en volume. Mais bon. Alors justement, je crois qu'Erwan, chez Mediasquare, vous avez fait quelques études et vous avez des chiffres à partager ce matin. Oui, comme vous avez la gentillesse de nous inviter, on a regardé sur notre réseau, puisqu'on travaille avec donc beaucoup d'éditeurs et qu'on traite un certain nombre de bid requests chaque semaine. On a regardé sur la semaine du 14 mai, donc entre les ponts, etc. Et on a isolé, pour précisément répondre au point que certains achètent cookies sans cookies, on a isolé 1 milliard de bid requests sur lesquels on avait et cookies et au moins un identifiant. Alors dans le cadre de l'étude, au moins un identifiant, ça veut quand même dire qu'il y en avait 12. Hein. Mais ça veut dire que c'est pas toujours le même, mais il y en a au moins un. Et notre premier sujet, puisqu'on est en network et que ce qui intéresse les éditeurs, c'est de savoir si ils ont un peu de gains de revenus à obtenir, hein, puisque c'est un peu l'objet. Ce qu'on observe, c'est que le premier effet de l'ID, c'est que vous allez avoir des enchères, évidemment, c'est logique, sur des impressions sur lesquelles vous n'aviez pas d'enchères. Et ça, c'est logique, puisque n'ayant pas de cookies, elles vont devenir achetables. Et si vous n'avez rien, ni cookie ni ID, rajouter un ID, ça multiplie par 2,5 ce qu'on appelle le bid rate, c'est-à-dire le nombre de gens qui vont enchérir sur ce que vous proposez. Pour vous donner un petit comparatif, si vous rajoutez un cookie, vous le multipliez par 4. Donc on voit bien que le marché est encore très cookie, mais que néanmoins, même si vous rajoutez un ID, et quand je dis un ID, c'est au moins un sur les 12 qui étaient dans le périmètre de l'étude, vous avez quand même un vrai gain d'intérêt pour les acheteurs. Évidemment, l'idéal, hein, c'est les deux. Alors là, si vous avez les deux, vous multipliez par 5. Donc encore une fois, moi je pense que l'hybride, c'est quand même le modèle avec lequel il va falloir un peu vivre dans les années qui viennent. Le problème, c'est que certes, ça fait de la demande, mais comme c'est une demande, imaginez que vous êtes sur des inventaires où il n'y a pas beaucoup de demandes puisqu'il n'y avait pas de cookies, les CPM sont en baisse. Clairement, c'est-à-dire que la valeur qui est proposée à l'éditeur sur des environnements où il n'y a plus de cookies, alors encore une fois, c'est sur un très gros périmètre, c'est en mélangeant tout type d'éditeurs, c'est indépendamment de la valeur que l'acheteur peut y voir derrière, c'est lui qui va renseigner ce qu'il voit derrière cet ID. Il faut pas oublier que l'ID, c'est comme un cookie, hein, c'est l'acheteur qui sait pourquoi il le fait, le vendeur le sait pas toujours, sauf dans le cas d'un deal, et ce que nous observons là, ça n'est pas ça. Donc, en tous les cas, de ce qu'on peut voir à grande maille au niveau du network, c'est que si vous n'avez rien et que vous rajoutez un ID, ça vous rajoute 16% en CPM. Si vous n'avez rien et que vous rajoutez un cookie, ça vous rajoute 64% en CPM. Et alors, si vous avez un cookie et que vous rajoutez un ID, ça rajoute rien. C'est-à-dire qu'en gros, et en plus, bon, on va pas rentrer dans tous les détails, mais ça ferait presque baisser parce qu'en moyenne, ça va baisser à moyenne. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, le CPM ne bouge pas. Par contre, des inventaires qui n'étaient pas recherchés vont pouvoir être achetables. Donc, au final, et c'est comme l'indicateur qui intéresse les éditeurs, ce qu'on appelle le RPM, qui est le revenu par rapport à l'inventaire publicitaire que vous avez créé, que vous l'ayez bien ou mal vendu, eh bien lui va progresser avec l'arrivée des ID. Il va prendre à peu près 15 points. Donc pour synthétiser, si on multiplie les identifiants, on multiplie la demande, mais il n'y a pas forcément un effet de création de valeur sur le prix. Pas sur le prix unitaire, mais sur votre chiffre d'affaires global, il y a potentiellement évidemment un gain. Encore une fois, c'est une première approche. Il faudrait la distinguer par navigateur, certainement par famille de support aussi. Hein. Il y a forcément des environnements qui sont plus investis que d'autres, etc. Il faudrait aussi le distinguer par type d'ID. On n'a pas voulu à ce stade rentrer là parce que, comme vous le disiez très justement, il y a beaucoup de tests, l'adoption est pas partout, donc ce serait un peu... En tout cas, c'est un signal positif. Si on investit dans la technologie, si on multiplie les technologies, on peut créer plus de revenus. Avec le problème que si vous multipliez les technologies, ça coûte cher. L'éditeur, il peut pas non plus... Ah bah justement, ça va être ma dernière question, peut-être pour vous. Voilà, on sent qu'il faut investir, faut tester toutes ces nouvelles technologies, mais évidemment, elles sont pas toujours gratuites. Ça prend aussi beaucoup de temps. Lucie, est-ce que c'est réaliste cette période un petit peu d'attentisme, de multiplication des solutions, ou est-ce que le marché, naturellement, il va pas faire des choix dans les prochaines années? Alors effectivement, ça rajoute de la complexité aux éditeurs. Après le header bidding, on leur met les ID contextuels, donc c'est pas facile. Nous, on a un rôle de conseil auprès des éditeurs et on leur dit de regarder déjà ce qui se passe sur leur site web, de regarder quelle est la part de l'open web. S'ils ont beaucoup d'open web, et bien là de regarder quels sont les DSP qui achètent chez eux en open web, et donc ces DSP, quelles alternatives ID ces DSP vont utiliser. Si The Trade Desk effectivement a une grosse part dans les achats,
on va conseiller d'aller chercher l'ID de The Trade Desk, d'implémenter l'ID de The Trade Desk. Ce qu'on fait généralement, c'est on leur dit d'en implémenter 2, 3, un probabilistique, un déterministique. Là encore, en fonction de leur géo, nous, Equative, on est partout dans le monde. On va avoir des alternatives ID différents qui vont émerger dans certaines mais géos. tout ça, c'est compliqué, ça coûte cher, ça prend du temps. On est finalement un peu loin de ces promesses d'automatisation, de simplification. Alors, on regarde aussi, il faut aussi regarder la maturité du marché. À savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tests qui se font sur les alternatives ID et c'est peut-être la première chose à aller faire. Là où c'est leur define audience, eh bien, c'est encore peu utilisé. On a une maturité plus faible. Donc, faut rester encore attentiste pendant cette période de transition. On regarde où se font les tests. Il faut regarder les annonceurs, ce qu'ils vont aller faire aussi. Donc, il faut essayer de parier sur certaines solutions. Privacy Sandbox, effectivement, nous chez Equative, on va être compliant avec Privacy Sandbox également, mais c'est de regarder ce qui se fait. Il y aura forcément une rationalisation des ID. Mais pas tout de suite, plus tard. Mais pas encore. D'où le cross-ID encore, dont je me répète un peu, mais je pense vraiment qu'il faut en implémenter plusieurs, même si, et ne pas en choisir qu'un. Nous, c'est vraiment un conseil qu'on donne là-dessus. Merci, Lucie. Sonia également. Écoute, je trouve que le jeu en vaut la chandelle, clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut pas que les seuls gagnants de l'histoire soient les walled gardens. Au final, on s'est tous dit ça. Donc, il faut avoir testé les identifiants, toutes les solutions alternatives. Puis, on a un marché, finalement, qui est français, européen, avec une friend tech dont on n'a pas à rougir. On a vraiment des belles alternatives. Pour nous, on regarde les choses avec des use cases différents pour chacun des identifiants. Donc, certains, effectivement, sont gratuits. The Trade Desk l'est. ID5 va l'être aussi. D'autres sont payants, mais on justifie ça aussi par la valeur qu'ils vont apporter sur un First ID ou un UTIC sur le cross-domaine, etc. Donc c'est trop tôt pour faire des choix. Il faut tester, notamment avec des acteurs français ou européens. L'effort est payant parce que on voit quand même des choses intéressantes et puis on a envie qu'il y ait un monde avec une belle concurrence et que ce soit pas que les walled gardens qui soient les gagnants de cette histoire. Il n'y a pas de raison, donc valorisons l'ensemble des identifiants. Merci Sonia pour ce discours optimiste. Martin, c'est beau. Soyons partagés ou pas? En tout cas, il y a une réalité, c'est qu'il faut tester les choses. Ça, c'est clair. Il faut tester plusieurs choses puisqu'il n'y en a pas un qui se dégage plus que d'autres. Il y a différentes, comme tu viens de dire Sonia, différentes technologies pour différents cas d'usage, etc. Donc, il faut en avoir plusieurs quand même dans l'escarcelle. Peut-être pas 36, mais au moins 4-5. Je pense que c'est le minimum aujourd'hui. Après, ça, c'est bien. On va regagner un peu de choses. Le côté positif aussi, c'est que tous ces identifiants, faut le dire aussi, parce que pourquoi on n'a plus de cookie-less, c'est des histoires de privacy. Ces identifiants sont beaucoup plus sécurisés pour les utilisateurs, donc c'est quand même une avancée réglementaire, si on peut le dire ainsi. Après, ça rajoute de la complexité pour les éditeurs, mais aussi, et je dirais presque surtout, pour les annonceurs. Et c'est peut-être une des raisons qui fait qu'ils y vont pas, parce que expliquer à ça à un directeur média, alors au fait... Mais est-ce qu'il est trop tôt pour simplifier ? Il est trop tôt pour simplifier, parce que simplifier, faudrait qu'il y ait un cross-ID simple et clair. On n'y est pas encore. Et que aujourd'hui, le côté simple, malheureusement, ça reste encore les walled gardens. Ou les retailers, parce que maintenant c'est une alternative qui arrive, parce qu'ils ont avec le une grosse base de données loguée. Donc l'enjeu pour moi de l'open web, c'est surtout et des éditeurs comme nous, c'est d'essayer d'arriver à avoir des environnements logués demain, mais ça c'est un chemin. De dire, on va monter la chose au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu. Nous, c'est des discussions qu'on a très sérieusement, alors qu'il y a 2 ans, c'était pas du tout possible. Et c'est ça, et que c'est vrai que tout ça, ça rajoute beaucoup de complexité, et que les annonceurs doivent se sentir un peu perdus aussi. Si nous, qui sommes un peu la tête dedans, déjà c'est pas simple. Des gens où c'est pas du tout leur métier, c'est encore moins simple, et c'est pour moi là où est le risque. Merci Martin pour ce message optimiste. Erwan, ça serait quoi le mot de conclusion ? Bon, nous, on va continuer à faire ce qu'on a fait aujourd'hui pour l'approfondir, pour accompagner justement les éditeurs, parce qu'avec toutes les solutions, il va bien falloir leur donner un peu d'insight. Là, moi, je rejoins effectivement le problème. Le problème du tracking est quand même majeur, parce qu'on a aussi d'autres solutions cookie-less, indépendamment de celle-ci, où on voit que la mesure est pas toujours très très bien faite, ou même intégrée à la réflexion de la suite. Et il y a un deuxième truc. Il va falloir quand même arrêter les tests, quoi, parce que le nombre de solutions qu'on a sorties, et je parle pas que du cookie-less, machin, et en fait, vous faites un test, c'est un certain montant, c'était super, la campagne suivante, c'est le même montant, voir, il n'y a pas de montant parce qu'on te remettra après. C'est-à-dire que les solutions fonctionnent,
Maintenant, il faut les scaler un peu pour savoir si vraiment on peut faire son objectif marketing avec ça et pas juste être plus intelligent, quoi. Voilà. Donc un petit message pour nos amis les annonceurs et leurs agences, c'est ça? Très bien. Bah, merci à tous les quatre, on peut les applaudir. Merci Lucie, Sonia, Martin et Erwan. Et il va être temps de terminer cette matinée par une dernière table ronde. Pour le buy-side, quels sont les cas d'usage et que reste-t-il à faire? Et j'invite Charles, Damien, Aurore, Gaël et Laurent à me rejoindre sur scène en essayant de vous positionner au niveau de vos petites vignettes. Bonjour ou rebonjour à tous les 5. Alors on va démarrer très rapidement par un petit tour de présentation. Laurent, tu es le premier. Vous êtes le premier cofondateur et CEO d'Implicit. Je le prononce bien? Implicit. Implicit. Comme on veut. C'est quoi le métier d'Implicit? Alors, bonjour tout le monde. Donc, Laurent Nicolas. Certains me connaissent ici, parce que ça fait quelques temps que je suis dans le métier. On parlait d'attention publicitaire, j'imagine que... On parlait, oui, en fait, bien le sujet. J'étais avant le cofondateur d'Alenti, qui est donc je suis co-inventeur de la visibilité publicitaire, qui est maintenant un standard que vous utilisez tous. Et maintenant, Implicit, moi j'ai pris le parti de faire de la publicité sans ID. Et donc on en parlera, mais c'est des stats de l'IA sur une base de données qui est le panel internet de médiamétrie. Et donc et on va en reparler dans un instant. On va en reparler et on peut tout faire avec. Gaël, DPO, CDO et cofondateur de First ID. Est-ce qu'on peut rappeler votre métier? Oui, alors bonjour à tous. First ID, c'est effectivement une alternative aux cookies tiers qui se base aussi bien sur la partie solution d'ID que sur la partie first party data. Je pense que la création de First ID, c'est simple, hein, c'est 50%. C'est globalement les éditeurs perdent 50% de RPM quand ils ont pas de cookies. Donc je pense que ça doit coller à peu près à ce que disait Erwan tout à l'heure. Et donc, il faut une solution. Et on va en reparler juste après. Et 50% pour les annonceurs effectivement d'audience en moins. Aurore, bonjour, lead data stratégie chez Publicis Media. Encore merci de nous accueillir ce matin. Votre périmètre chez Publicis Media? Alors moi, mon métier chez Publicis, c'est d'accompagner les annonceurs sur tout ce qui va être insight, activation et mesure, dès lors qu'on travaille au-delà des outils traditionnels de media planning. Donc par exemple, faire une mesure cookie-less, préparer une roadmap de tests et de mesures associées sur des alternatives aux cookies tiers. Et on va y revenir dans un instant. À votre droite, Damien Priby. Bonjour Damien, directeur digital stratégie et investissement chez OMD. Même question et même réponse à peu près? Même réponse à peu près, effectivement. Moi, je dirige donc du coup toute la partie digitale chez OMD pour le groupe Renault. Et donc, je travaille avec une grande équipe qui teste diverses solutions, aussi bien du média jusqu'à la data, la tech. Donc, c'est vraiment un scope assez large, mais qui permet justement d'avoir une belle vision du marché. Merci. Et Charles Duquesne, lead director et client stratégie chez TDD, The Trade Desk. Exactement. Vous pouvez rappeler l'activité The Trade Desk? Oui, effectivement, il y a pas mal de monde qui en a parlé, donc merci à tous. Mais en gros, TTD, oui, c'est un DSP indépendant et on n'est que du côté buy-side, donc ce qui est de plus en plus important, je pense. Donc nous ne sommes pas juges et partis, ce qu'on dit depuis une quinzaine d'années maintenant et qui se parle de plus en plus. Donc quand on parle d'ID, quand on parle d'éditeur, on n'a pas de choses à promouvoir plutôt qu'une autre. Très bien. Alors, on va essayer de rentrer dans le concret et, si possible, partager quelques chiffres. On est là pour essayer de savoir quelles sont les solutions cookieless qui aujourd'hui fonctionnent. Laurent, peut-être on peut démarrer. Aujourd'hui, en cookieless, qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce qu'on peut parler de chiffres? Alors, si on veut parler de chiffres, on a déjà cité le chiffre principal qui est que 42 ou 30, entre 30 et 50% des impressions publicitaires et donc des contacts des individus qui sont derrière ne sont pas ciblables ou mesurables avec de la data des ID. Quand on a entendu les éditeurs parler de tests, ils disent on voit dans 80% des cas où on a des cookies, on a aussi un ID. Il faut se dire que c'est 80% de 42%. Donc ça remet un peu les choses en place sur les capacités du marché et d'un annonceur à toucher 100% de sa cible. Donc le premier sujet, c'est la couverture. Le premier sujet, c'est la couverture. Donc l'idée derrière, pour nous, c'est de dire,
il y a des façons de faire de la publicité qu'on appelle le contextuel. Ça a été très très peu cité ici aujourd'hui. Il y a le contextuel sémantique, mais nous on s'intéresse non pas seulement à ce qu'il y a dans la page, mais à qui est derrière la page. Et donc, les solutions contextuelles, elles, n'ont pas besoin de cookies, n'ont pas besoin de consentement, et permettent d'adresser 100% de la population. Et dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on a une source de données qui est extrêmement intéressante. On a 1 milliard d'événements qui sont enregistrés tous les ans sur une population représentative de la population française qui a donné son accord parce qu'ils ont signé un contrat avec Médiamétrie, qui installe un logiciel qui enregistre toute leur activité digitale de façon anonyme. Et ce milliard d'informations, on va pouvoir faire énormément de choses pour aller créer des cibles en fonction des centres d'intérêt, du socio-démo évidemment, mais aussi des comportements, des intention d'achat parce qu'on voit ce que les gens consultent comme page produit sur le site du e-commerce, etc. Donc on n'est pas du tout sur du media planning comme on pouvait faire il y a 25 ans. On est sur quelque chose de beaucoup plus granulaire avec des capacités de ciblage qui sont donc c'est de l'audience planning moderne en extrapolant les données déterministes de médiamétrie at scale. Exactement, c'est ça. Okay. On va être capable de généraliser à partir de cet échantillon. Donc c'est sur un an, ça représente 300 000 personnes, 1 milliard d'événements. On va être capable d'extrapoler avec un bon degré de fiabilité parce que c'est représentatif sur l'ensemble de la population internaute. Alors qu'en pensent les annonceurs de ces solutions? Alors les annonceurs, on a l'avantage de parler leur langage. C'est-à-dire que on parle pas d'ID, on parle pas de choses techniques, on parle d'individus. Le panel est cross-device, donc on a une approche qui est nativement cross-device. Il n'y a aucun ID qui est nativement cross-device. Et donc on va être capable de parler de leur persona, qui a derrière les pages, quelle est la répétition cross-device par exemple. C'est quelque chose de très très dur à faire avec des solutions d'identifiants. Nous c'est natif. Et donc on va être capable d'adresser vraiment des personas particuliers. Et donc ils achètent, il y a des opérations en cours? Ah ben c'est live depuis, donc on est une jeune société créée en 2020, on a fait 2 ans de R&D, donc c'est live depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, et donc on a plein de campagnes, je reviendrai dessus après, mais on est capable d'aller faire non seulement du branding, parce que certains disent le contextuel c'est juste pour du branding, mais on a des solutions de machine learning qui vont regarder qui sont les individus performants et où on va trouver les individus performants. Tout ça sans ID. Ça veut dire que ce que je cherche à faire ici, c'est un peu ouvrir les chakras de tout le monde en disant il n'y a pas que les ID et la plupart du temps on n'a pas besoin d'ID. On verra en fin de discussion sur la complémentarité de différentes approches. Mais en tout cas, l'approche d'implicite aujourd'hui séduit le marché. Gaël, même question pour First ID. On parlait effectivement beaucoup d'identifiants publicitaires. Vous êtes l'une des grandes solutions d'ID publicitaire et ça séduit aujourd'hui les annonceurs? Alors, depuis le début de l'année, si je commence par des chiffres aussi, on a une 50aine de campagnes qui ont tourné sur une 15aine d'agences. Donc, c'est le côté positif. Alors, je dis campagne, c'est quand même malgré tout plus des tests encore, et je reviendrai dessus peut-être tout à l'heure. Je vais pas rentrer dans les chiffres exactement parce que je pense qu'il y a des personnes plus expertes que moi juste après. Si j'ai un autre chiffre qui est positif, alors même si effectivement je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir cibler précisément des gens. À l'heure actuelle, rien que pour First ID, on réussit à identifier tous les mois 85% des Français, là où les cookies tiers sont limités à moins de 60. Si on cumule avec l'ensemble des solutions d'ID, effectivement, on va d'ores et déjà avoir une adressabilité qui sera bien meilleure. Et donc, ce que vous nous dites, c'est que la couverture, ce n'est pas un point faible pour vos solutions. Si vous voulez cibler des cibles premium, des sites premium, en touchant des gens, vraiment des gens. First ID, c'est 20 milliards d'ad requests. Je pense que si on cumule avec l'ensemble des solutions ID5, UTIC, UID, on est sur des volumes qui sont hyper importants. Donc, à l'heure actuelle, c'est vraiment pas un problème d'activation pour faire de la segmentation, pour faire de l'extension d'audience, pour faire du retargeting. On a fait des super tests avec Criteo, par exemple, sur le retargeting. Et aussi, des choses qui n'étaient pas faisables avec les cookies tiers. Je pense au Data Clean Room. Il y a Decentric, Weborama, MediaRhythmix. Il y a plein de cas qui n'étaient pas faisables avec les cookies tiers. Qu'est-ce qui ralentit le passage du test au déploiement à grande échelle?
C'est une très bonne question. En fait, le point à l'heure actuelle, c'est que je pense qu'il faut que tout le monde se mette en tête que 40% des internautes français ne sont plus ciblables. Donc, à partir du moment où les annonceurs et le buy-side vont mettre 40% de leur budget sur des solutions ID, contextuel panéliste, comme implicite par exemple, je pense que là, ils vont toucher les personnes qui veulent avoir. Forcément, ça sera mieux rétabli et donc ils auront tout le monde. Et ce jour-là, je pense qu'on parlera même plus de cookie tiers parce que ça sera juste un identifiant. Une technologie parmi d'autres. Alors on va justement poser la question à Aurore et Damien. Aurore, donc lead data stratégiste chez Publicis Media, je crois que vous travaillez beaucoup avec Intermarché et j'imagine que vous avez un peu testé toutes les solutions du marché. Alors complètement, on a fait plusieurs tests avec Intermarché et je pourrais vous donner quelques chiffres même si on va pas forcément rentrer dans le détail, mais je pense que ce qui est important, c'est déjà quand on souhaite aborder ces solutions cookie-less, c'est de repartir des objectifs et de la stratégie de la campagne. Se dire est-ce qu'on est plutôt à travailler du haut de funnel, du mid funnel ou du bas de funnel. Et en fonction de ça, on a une palette de solutions qui est à disposition, qui va évidemment du contextuel avec des solutions comme Query par exemple, aux ID alternatifs, mais aussi aux solutions de la Google Privacy Sandbox. Donc en fonction de ça, nous, notre rôle en tant qu'agence, ça va être aussi d'accompagner l'annonceur. Donc quel est l'objectif de la campagne? Quel est l'horizon temporel dans lequel on s'inscrit? Est-ce qu'on est sur une démarche de POC, de test ou potentiellement sur... Ça fait beaucoup de prérequis. Ça fait beaucoup de prérequis, mais du coup c'est vraiment le rôle, je dirais, de conseil de l'agence pour justement adopter ces solutions. Pour votre client, par exemple. Alors, par exemple, pour Intermarché, on a eu 2 tests aujourd'hui avec des ID alternatifs, entre autres. Un premier réalisé donc avec First ID cet été, où on a pu comparer un ciblage cookie third et un ciblage cookie-less avec First ID. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les objectifs du test, c'était déjà de valider l'usage de First ID. Ça, là-dessus, aucun doute, le test est complètement validé. On arrive à délivrer. On s'aperçoit que c'est homogène dans le temps. Globalement, le frequency capping, qui est quand même un des fondamentaux du media planning, est parfaitement respecté. La répétition. La répétition, tout à fait. Ce qu'on s'aperçoit en revanche, c'est peut-être sur le CPM. On était à ce moment-là 4 fois plus cher qu'un ciblage cookie third party. Mais c'était l'objectif du test de valider en tout cas la capacité à délivrer. Sur UTIC, donc cette fois-ci un ID alternatif issu des telcos, un test qui s'est fait en mars-avril avec des résultats donc tout récents. Là, à nouveau, on a souhaité valider la capacité de l'ID à délivrer, mais aussi comprendre son incrémentalité par rapport à du cookie third party. Et là, le test est également validé avec à la fois une qualité de ciblage qui est très bonne, une fréquence d'exposition clairement bien maîtrisée, un taux de clic supérieur de plus 29% par rapport au ciblage par cookie third party. Et globalement, surtout, un inventaire avec plus 88% finalement d'impressions qu'on a pu adresser par rapport à un ciblage 100% cookie third party. Alors Aurore, ce sont des chiffres très positifs. Quand est-ce qu'on passe du test à déploiement à grande échelle? C'est une bonne question et je pense qu'il nous manque un annonceur peut-être sur cette table ronde qui pourrait nous le dire. Mais en tout cas, ces tests et la mesure qui est associée prouvent que ça fonctionne. Donc c'est notre rôle, je dirais, aux agences d'encourager nos annonceurs à s'emparer du sujet. Le chiffre a été rappelé. C'est une nécessité aujourd'hui d'utiliser ces solutions. Merci. Damien, est-ce qu'on peut également partager quelques retours d'expérience de la part d'OMD? Oui, bien sûr. Alors, spécifiquement pour le groupe Renault, nous avons défini avec le client une roadmap qui a commencé en 2021. Donc c'était il y a quand même déjà quelques années, en anticipation très très large de ce qui allait advenir, et on savait pas trop quand, mais on savait que ça allait arriver, etc. Où on a étudié et ou testé plus de 25 solutions sur le marché. Donc c'est quand même conséquent. On les a pas toutes testées, c'est pas les 25, parce que finalement on a réussi à écrémer en fait quelques solutions qui, sur le moment, nous semblaient pas viables, ne permettaient pas de répondre à un objectif business clé du client, dont on doutait de la viabilité. Ok, du coup, oui. quelles sont et celles donc, qui ont, parmi celles donc qu'on a testées, on a pu constater chez notamment First ID, mais également avec ID Fusion, qui est la solution de Adform, le DSP Adform, qui est un DSP européen, entre 23 et 54% d'incrément grâce aux ID. Donc c'est significatif et on est quelque part assez proportionnel par rapport aux chiffres marché de consommation qu'on connaît, à savoir qu'il y a près de 40-50% des utilisateurs aujourd'hui qui n'ont plus de cookies. D'accord, donc ça c'est un premier chiffre. Vous avez testé la Privacy Sandbox également? Tout à fait, nous avons mené un test sur la Privacy Sandbox, donc là
Les retours à la CMA sont en train d'être faits. Ce test, nous l'avons fait aussi avec Adform. Pour l'instant, c'est très et je vais mettre beaucoup de pincettes dans ce que je veux dire, très, on va dire light entre guillemets en termes de résultats et de probance. Ça fonctionne. On diffuse quelques impressions. Ça, c'est techniquement, c'est déjà une bonne chose. Ok, on diffuse des impressions. Maintenant, on en diffuse peu. C'est normal. Il y a que 1% des utilisateurs Chrome qui sont sans cookies. Maintenant, c'est la qualité de ce qu'il y a derrière. Effectivement, comment est-ce que ces API transmettent la bonne donnée de la bonne personne qu'on souhaite cibler. Et là, on se rend compte, du coup, vous l'avez tous vu, je pense, en tapant dans Chrome, Topics, j'ai oublié le mot qui est juste après. Bref, on peut vérifier les topics qui nous sont attribués. Bon, il y a 6 mois, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, ça commence à être de mieux en mieux, mais je comprends aussi pourquoi Google est à mon avis assez content de pouvoir repousser la fin des cookies au début de l'année prochaine. Ça doit aussi les arranger pour cette raison. Parce qu'ils ne sont pas encore eux-mêmes ne sont pas prêts à mon avis. Voilà. Charles, également un mot sur les solutions d'activation. Alors ça va reposer aussi en grande partie sur les plateformes d'achat, hein, les technologies buy-side, c'est important pour avoir le choix de toutes ces technologies. Oui, exactement. Et pour faire le parallèle avec ce que disait Erwan précédemment, on a la chance de voir voir passer beaucoup de bid requests dans notre DSP. Et typiquement, il y en a que 20% où il y a uniquement des cookies. Donc on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de choses à faire avec les ID. Et typiquement, c'est pourquoi on parle beaucoup de performance en général quand on parle d'ID pour retrouver un peu le même schéma qu'on avait précédemment. Mais il y a aussi sur la partie, on va dire, haute funnel, où nous, on a ce qu'on appelle un graphe qui répond à pas mal de sujets précédents. Et en fait, on va ingérer différents signaux, donc que ce soit via notre graphe, via d'autres graphes, celui de la LaveRamp, ID5, tous les autres partenaires maintenant. On va ingérer plusieurs signaux et on va être en capacité de gérer un capping et une répétition sur différents channels et différents publishers. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment fonctionne hyper bien et qui est vraiment sollicité par tous nos annonceurs et agences en ce moment. Et donc, ça fait un peu le parallèle avec le côté très performance, ID de manière, on va dire, silotée. C'est très complémentaire, je pense, et c'est à avoir en tête. Alors, Damien évoquait un de vos concurrents, mais c'est important évidemment d'avoir des technologies buy-side qui sont un petit peu agnostiques, parce que certains acteurs de ce marché ne permettent pas forcément d'acheter toutes les solutions d'ID du marché. Clairement, nous, on a vocation à être compatible avec toutes les solutions qui existent. On a la nôtre avec UID dont on a parlé précédemment. Elle est gratuite parce qu'on pense que ça doit pas être la solution de Trade Desk. Ça a été poussé par l'IAB aux États-Unis à l'époque. Donc ça va être une solution pour le marché, même au-delà de la publicité. Ça peut faire le pont typiquement entre une boutique physique et un magasin en ligne, avec un token simplement qui va être le même, avec basé sur un email. Mais on a vocation à vraiment travailler avec toutes les solutions du marché parce qu'il n'y en aura pas qu'une qui va fonctionner clairement. Très bien. Alors on a parlé un petit peu d'activation, on va parler de mesures, également d'attribution. Laurent, c'est évidemment, on l'évoquait, un sujet très important pour les annonceurs. Les solutions que vous mettez en avant aujourd'hui sont satisfaisantes de ce point de vue-là ? En fait, c'était, comme je le disais, quand j'avais mon autre casquette en train de présenter le panorama de la mesure cookieless, c'est un sujet qui est extrêmement important, qui a été négligé parce que tout le monde s'est d'abord intéressé à l'activation. Nous, chez Implicit, on a très vite saisi l'opportunité qu'il y avait d'utiliser la masse d'informations que l'on a pour aller faire du reporting, des bilans de campagne. Et la méthodologie qu'on a développée consiste à récupérer les achats et les performances réelles et faire une projection statistique sur le panel, ce qui va nous permettre de créer une population de gens qui ont été exposés, une population de gens qui sont des cliqueurs, une population de gens qui sont des convertisseurs. Et ça, c'est extrêmement utile parce que on s'intéresse pas seulement à des identifiants, c'est des individus. On s'intéresse pas seulement au contexte d'exposition. On s'intéresse vraiment à connaître qui est pertinent pour l'annonceur. Donc c'est finalement des méthodologies assez traditionnelles dans le monde de la publicité. Alors, je pense que c'est dans le monde de la publicité, regarder les profils des gens qui performent, je pense que c'est vraiment très, en tout cas dans le monde du panel, on n'a pas d'informations en télévision sur ce qui performe et
qui performe. Et dans le monde du digital, on a toujours cherché à savoir un peu qui performait. Mais très souvent, on se limite à savoir où ça performe, quels sont les sites sur lesquels ça performe, quel est le profil des individus, comment les individus performants se distinguent de ceux qui avaient été ciblés au départ. Je prends un exemple tout simple, hein, à Noël, une campagne, c'est un use case dans le panorama, une campagne pour un parfum pour hommes. Notre IA a trouvé que il fallait cibler les femmes aussi parce que alors que l'annonceur voulait cibler les hommes, il fallait cibler les femmes parce que période de Noël, cadeau égale. D'accord. En tout cas, la technologie elle est à maturité aujourd'hui pour faire de la mesure. La technologie est à maturité et c'est super important. Gaël, un mot là-dessus? Alors, prenons une image. Imaginons que Google, Chrome, décide de couper les cookies tiers aujourd'hui. C'est ma dernière question. Ah mince. Alors je l'anticipe. Allons-y. Désolé. S'il les coupe aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tous les acheteurs toutes les campagnes qui tournent sur DV s'arrêtent de tourner parce qu'il n'y a pas de capping frequencies. Demain, toutes les campagnes qui vont être sur Google Campaign Manager, l'ad server de beaucoup d'agences, vont remonter une contribution, une attribution de 0. Même si vous avez explosé les ventes, même si elles ont été géniales, vous aurez rien. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les campagnes vont se couper pour passer ailleurs. On peut deviner où. Donc, la mesure, c'est essentiel. C'est essentiel pour la pression publicitaire. Le capping frequency, c'est essentiel pour l'attribution. Il faut trouver des solutions. Il y a des solutions qui explosent de plus en plus au niveau de DSP. On voit TTD, on parle d'Adform, on parle de Xander, qui a une super solution aussi avec leur PPID. On a des solutions également sur les ad serveurs. Je pense à Flash Talking, par exemple, qui peut être là. Il y a plein de... Il y a des solutions dans le cloud aussi. Dans le cloud, exactement. Donc, je pense qu'il faut vraiment le fait que ce soit super simple, les cookies tiers. Il faut passer à quelque chose de plus mature, sur lequel on ne peut pas avoir tout le business qui s'arrête du jour au lendemain. Très bien. Aurore, évidemment, la mesure, l'attribution, c'est le cœur de votre métier. Alors, c'est le cœur du métier. Le café est un petit peu loin. Je vais essayer d'être clair dans ce que je vous explique. Mais globalement, il faut déjà distinguer quel niveau de performance et de mesure on veut regarder. Est-ce qu'on est sur du média, où là, on va avoir, par exemple, comme solution les ID alternatifs, mais aussi, par exemple, les data clean room. Je pense au Ads Data Hub, ou dans des environnements un petit peu plus AMC ou Meta Advanced Analytics. Si on regarde au niveau de la performance de marque, le branding, on va avoir recours au panel. Donc que ça soit de l'interrogation avant, après une campagne publicitaire pour comprendre l'uplift en termes de notoriété ou d'intention d'achat, ou que ça soit avec un panel type Dynata où on peut poser un pixel sur les créations et avoir une lecture exposée non exposée. Et je dirais là où aujourd'hui on a le plus de solutions possibles, c'est quand on cherche à mesurer la performance business, l'incrément sur les ventes. Alors justement, il y a l'approche par incrémentalité qu'on peut travailler au sein des data clean room quand on travaille sur une réconciliation entre l'exposition et une donnée de vente. On peut le travailler toujours sur des panels, type un Count Award panel. Et on va avoir également les approches geo-based. Donc ça, c'est un grand renouveau. C'est assez classique finalement comme approche. On a Marketing Scan, Nielsen, les panels distributeurs qui permettaient de le faire. Donc le principe, c'est d'isoler des zones de contrôle et des zones de test où la publicité est activée, de comparer les évolutions de vente. Mais il y a également Google, par exemple, avec Test and Experiment, qui met à disposition le Google Collaboratory, qui va permettre aux agences, donc par exemple chez nous, nos data scientists, de travailler avec des outils qui vont permettre justement d'apparier des zones test et témoins et de pouvoir nous-mêmes réaliser ces mesures geo-based. Donc Aurore, si je comprends bien, un peu un retour à des bonnes vieilles méthodes d'agence. Alors retour à des bonnes vieilles méthodes d'agence, certes, mais il y a quand même les data clean room qui nous permettent de faire beaucoup de choses. Moi, je vais prendre un exemple avec L'Oréal, pour qui on travaille sur pas mal de mesures d'incrémentalité. C'était les débuts en 2022. Aujourd'hui, on va aller mesurer l'impact de notre campagne sur d'autres éléments. Par exemple, de la fréquence d'achat. Et finalement, ces environnements nouveaux, les data clean room, vont permettre d'aller bien au-delà dans la compréhension de la performance. Et ce qui est important aussi d'ajouter, c'est que si on cherche à avoir une vision et une lecture de la performance qui soit non plus au niveau d'un levier ou d'une campagne, c'est le grand retour finalement de l'économétrie et de la modélisation. Et chez Publicis, on a cherché à avoir une alternative par rapport aux études de MTA qui étaient basées sur le cookie tierce très largement, avec le Digital Touch Attribution Modeling qui va vraiment chercher à comprendre la contribution de chacun des leviers digitaux à un KPI de vente. Merci Aurore. Damien, même question. Les agences finalement, elles sont armées pour ce nouveau monde.
Tout à fait. Alors, du coup, je vais me permettre juste de faire une parenthèse par rapport à ce qu'a dit Gaël. Non, ce ne sera pas le bug de l'an 2000. Toutes vos campagnes ne vont pas s'arrêter. Normalement, si votre agence a bien fait votre travail, vous devriez être accompagné sur le sujet et ça va bien se passer, globalement. Tout ce qu'a dit Aurore est parfaitement vrai et tout à fait pertinent. Énormément de solutions, des solutions historiques qui existent depuis très longtemps, des nouvelles solutions qui arrivent. Data Clean Room, c'est vraiment clé. Surtout quand on travaille pour un client comme moi, dont le business est surtout offline. Je veux dire, aujourd'hui, pour acheter une voiture, peut-être qu'elle est à la marge 10% des voitures, on peut les acheter sur Internet. 90% des gens continueront d'aller voir un concessionnaire, quoi qu'il arrive. Et donc, le fait d'avoir cette maîtrise, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une vision plus déterministe des choses que probabiliste, c'est aussi pour ça, pour la connaissance consommateur, pour nous assurer qu'on arrive à mesurer le parcours d'achat jusqu'au bout et avec une remontée du business, la commande prise. Et donc nous, on travaille énormément là-dessus. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, donc là je vais faire un clin d'œil à Sophie, que je vois ici, on travaille avec des solutions comme Mutic, mais pour boucler la boucle, c'est-à-dire, en fait, aller un peu plus loin que simplement maîtriser la répétition, etc., parce que c'est des choses, on sait, ok, c'est bon, ça à peu près, on a coché, on sait qu'on va savoir faire, ça va fonctionner. Maintenant, en fait, est-ce qu'on va conserver cette lisibilité sur le business jusqu'au bout de la chaîne? Et ça, c'est un autre sujet, beaucoup plus complexe, dont les solutions probabilistes laissent encore douter. Charles, un mot sur cette question de la mesure, très rapidement, et puis je vais vous demander à tous les 5 un mot de conclusion. Oui, effectivement. En fait, il y a pas mal de mesures différentes et on essaie d'être un peu facilitateur. Typiquement, ce que disait Margareta sur les MMM, sur la capacité de mesurer le reach incrémental. Oui, qui peut vous intéresser finalement à des modèles traditionnels dans le monde des agences médias. Oui, tout à fait. En fait, typiquement, la Connected TV, je pense que c'est un peu le challenge pour tout le monde ici, être en capacité de prouver ce qu'on vend et de faire le pont avec les médias offline. Maintenant, c'est concret, c'est facile, facilement activable. Pareil pour les MMM, on commence à avoir de plus en plus de demandes sur ces sujets-là. Et puis après, il y a des sujets un petit peu différents, type serveur to serveur, pour faire une espèce de pont entre cookies. Donc en tout cas, les solutions existent. Exactement. Alors je vais vous donner très rapidement à tous les 5 un mot de conclusion. Laurent? Alors, je vais faire une conclusion en 2 temps. Premier temps, on va parler très courte. On va parler de complémentarité. On cherche pas à opposer les solutions d'ID avec des solutions contextuelles ou probabilistes. Les deux vont être complémentaires. Si on veut pouvoir avoir de l'information sur 100% de la population, on est obligé d'avoir des approches probabilistes. Okay. Ça, c'est le premier point. Et dans ce cadre-là, les solutions d'identifiant vont permettre de créer des modèles qui vont être généralisés par des solutions probabilistes. Et c'est, je pense, comme ça qu'on peut voir l'avenir. Le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on passe 2023, c'était des tests. On a testé, etc. Ce qu'on nous dit, c'est on a testé vos solutions, ça marche, c'est efficace, c'est même souvent plus efficace que les data. Donc il faut passer à l'échelle. Et donc maintenant, il faut passer à l'échelle. Exactement. Et c'est ce qui se passe en 2024 pour nous. Très bien, merci Laurent Nicolas, cofondateur et CEO d'Implicit. Gaël, un mot de conclusion très rapidement. Ouais, alors Laurent parlait de complémentarité, effectivement c'est important, l'interopérabilité aussi c'est important. Entre les solutions d'ID. Alors, entre les solutions d'ID et aussi entre les familles. On a fait un test par exemple avec Weborama sur du contextuel étendu avec de l'ID. Peut-être qu'un jour on le fera avec Implicit aussi sur du panel avec de l'ID et je trouve que ça c'est des choses qui sont importantes. Martin tout à l'heure disait qu'il y avait peut-être trop de solutions. Il doit y avoir 250 SSP dans le monde. Le problème, c'est pas qu'il y en ait trop ou pas, c'est est-ce qu'elles couvrent les use cases, est-ce qu'elles sont facilement accessibles, est-ce que vous avez besoin de les avoir toutes ou pas? Pas forcément. Donc, l'important, c'est effectivement, nous, avec First ID, on essaye d'avoir une solution qui est déterministe et avec du scale. Quand un éditeur a la solution, il a 95% de ses identifiés, enfin, donc, en tout cas, avec un identifiant, et donc, voilà, ça permet de faire cette interopérabilité. Merci. Merci beaucoup. Merci Gaël. Donc pour First ID, Aurore, un mot de conclusion très rapide. Alors, le mot de conclusion, ça sera par rapport à l'ensemble des solutions qu'on a pu vous présenter ce matin. Il y en a énormément. Ça peut paraître un peu compliqué du coup de se dire vers quoi je me tourne quand on est l'annonceur. Donc je pense qu'il faut vraiment se reposer sur l'agence et que c'est notre rôle de débroussailler, de défricher un petit peu le chemin, d'être simple dans nos mots, d'être force de recommandation et de s'emparer justement de plus facilement en tout cas de ces alternatives de ciblage et de mesure. Merci Aurore. Publicis Media sera là, tout comme OMD, pour accompagner les annonceurs. Damien, un mot de conclusion?
Je vais reboucler sur ce qu'a dit Erwan tout à l'heure, qui était tout à fait juste. En fait, à un moment donné, il faut qu'on arrête de bricoler dans notre garage. Il faut prendre une décision. Sauf qu'en fait, comment est-ce qu'on sait qu'on prend la bonne décision, ou même comment est-ce que nous, agence conseil, on sait qu'on va recommander la bonne solution au client. Donc ça passe par déjà du test and learn, ça on l'a dit. Il y a encore des nouvelles solutions qui émergent. Donc ça, il faut quand même qu'on continue de se dire, ok, bah peut-être que je vais continuer de tester certaines solutions. Maintenant, compte tenu du scope du client, il n'y a pas one size fits all. C'est pas une solution unique qui conviendra à tout le monde et hop, revenez, n'en parlez plus, ça ira. Il y a des gens pour qui les solutions de Google qui sont 100% probabilistes. Donc il faudra tout tester. Voilà. Et en tout cas, les agences seront là pour ouvrir. On sera là pour proposer ce qu'il y a de mieux, effectivement, à nos clients toujours. Très bien. Merci Damien d'OMD France. Charles, du coup, le mot de conclusion. Oui, très rapidement. Exactement, tout à fait aligné. Effectivement, il n'y a pas une solution qui est mieux que les autres. En fait, le but, c'est d'avoir une stratégie qui soit exhaustive. Et aujourd'hui, ça fonctionne, c'est performant, donc pas hésiter à challenger, effectivement. Et surtout, avoir les bons outils. Merci Charles de The Trade Desk. Merci à tous les 5, on peut les applaudir.